On peut y aller. Messieurs, dames, allez-y. Vous avez pris un ticket. Pierre Caffier qui sera donc le modérateur et que nous remercions de faire ce travail-là pour nous. Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous présenter nos invités, qui ont toutes et tous, je pense, leur page Wikipédia, donc ça sera facile de tout vérifier. Je pense qu'il y a deux histoires du cinéma. Vous parliez de Chaplin à l'instant. Il y a l'histoire vue du côté des réalisateurs, il y a aussi l'histoire vue du côté des acteurs qui sont devenus réalisateurs. Après tout, c'est un acteur qui a défini l'esthétique du cinéma pendant 20 ans avec son film Citizen Kane. C'est Orson Welles. C'est un acteur qui a rendu nos rêves peuplés de cauchemars et fait un film marquant. C'est Charles Laughton avec La Nuit du Chasseur. C'était un acteur. Ce sont deux acteurs qui ont lancé les bases du nouvel Hollywood avec Easy Rider. Peter Fonda, qui est mort il n'y a pas très longtemps, ou Dennis Hopper, ne sont pas des réalisateurs. Ce sont deux acteurs, un acteur et une actrice, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, qui ont relancé la carrière d'Alain Resnais avec On connaît la chanson et découvert Catherine Fro, qui jusque-là, entre guillemets, végétait dans des petits rôles. C'est un acteur qui a, pour simplifier un petit peu, donné la parole aux Indiens. C'est Kevin Costner. Kevin Costner qui ne voulait pas réaliser Danse avec les loups, qu'il a proposé à tout Hollywood et tout Hollywood a refusé. Donc il est devenu le réalisateur du film. Est-ce qu'un réalisateur ou une réalisatrice aurait fait le premier grand film sur la pédophilie? Je pense que Mai Wen l'a fait et que c'est pas un hasard si elle est à la fois aussi actrice, réalisatrice. Aujourd'hui, je pense, pendant cette table ronde, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on devient acteur, réalisateur. Il y a le pourquoi, il y a le comment. Après tout, il y a aussi peut-être des questions d'ego là-dedans. Il n'y a qu'une seule lettre d'écart entre le jeu, J-E, et le jeu, J-E-U. Ça sera la quatrième partie avec un psychanalyste qui va me remplacer. Et puis, la question aussi, c'est de savoir si on devient réalisateur par envie, aussi, par besoin, et sans faire de mauvais jeu de mots, est-ce que quand on décide de réaliser un film, on ne se réalise pas soi-même? Vous êtes prêts? Ah oui, oh là là. On est prêts. Longtemps qu'on reprend. Alors, Xavier Legrand, à ma droite, Conservatoire national de Paris comme comédien, avant que de tout perdre, 23 minutes à peu près 29 minutes, court-métrage, primé à Clermont-Ferrand en 2013, César à Cannes, et puis jusqu'à la Garde, il y a 2 ans à peu près. Lauriane Escafre et Yvonique Muller, bonjour. bonjour. Bonjour aussi à vous. Vous aussi, vous êtes comédien. Lauriane, vous avez tourné sous la direction de Tony Marshall, de Philippe Leguet, Yvonique avec Pierre Jolivet, Olivier Daran. Vous avez fait, Lauriane, une formation de scénario à la Félis, c'est ça? Et votre court-métrage Pile Poil, je pense ce serait inutile de faire la liste des festivals dans lesquels il a été sélectionné. Ce serait plus court de faire la liste des festivals dans lesquels il n'a pas été sélectionné, vu que c'est un carton et qu'il est probablement nominé au César, c'est ça? Okay, félicitations. Lucien Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Une première étoile, Oui. une deuxième étoile, un dieu, merci. Merci. Il a déjà des dieux, acteur aussi. D'ailleurs, vous avez la particularité, en préparant cette rencontre, il y a 2 films dans lesquels vous avez été plongé dans un univers blanc. C'est La Première Étoile, La Neige, et oui. aussi un film dans lequel vous êtes un super acteur, le film Possession. Ah oui, d'Éric Guirado. D'Éric Guirado, qui est un film super dramatique dans lequel la performance de tous les acteurs, Jérémy Rémier entre autres, Jules Depardieu vous-même. Et je voudrais qu'on commence par un petit visuel et qui va nous permettre de rebondir. Évidemment,
Il y aura un micro qui circulera si vous avez des questions. Je voudrais qu'on regarde la première étoile. Alors, Lucien Jean-Baptiste, Oui. cette photo vous dit peut-être quelque chose. C'est la première fois que vous apparaissez dans un de vos films, hein, c'est le premier plan. Est-ce que donc la première étoile, c'est à Créteil, c'est ça? Oui, Créteil, Soleil. Créteil Soleil, deux noms qui font rêver. Est-ce que je voudrais savoir, en faisant un petit tour de table, où vous étiez et dans quel état vous étiez la veille de votre premier jour de tournage comme acteur-réalisateur? Et pas avec qui, hein? Mademoiselle d'abord, enfin madame. Lauriane. La veille du... Oui, la veille du jour où vous avez fait votre premier clap comme réalisateur, puisque la thématique c'est acteur-réalisateur. Alors, À non, minuit, vous étiez où? À minuit, on était à Sur Rouen, Cosaque. avec Grégory Gadebois, qui était en train de se faire couper les cheveux, enfin raser le crâne. Il nous avait demandé en dernière minute une coiffeuse pour cette idée-là. Et on était dans quel état? C'est la deuxième. On était assez serein, je crois. On ne savait pas trop ce qui nous attendait. Toi pas. Parle pour elle. Ouais, moi j'étais assez sereine, sans trop savoir ce qui nous attendait. Mais moi j'étais assez joyeuse. Monique? Non, moi, honnêtement, moi aussi, parce que c'est qu'un court-métrage, entre guillemets, et puis on avait l'impression qu'on avait plus ou moins bien préparé le truc, et donc ça allait, la pression était gérée, quoi. Ouais, on était bien entourés. Xavier, Lucien? Alors moi j'étais à Montbéliard, parce que avant que le tournage se passe dans la ville de Montbéliard, et la veille du premier jour de tournage, j'étais avec l'équipe d'écho et on mangeait dans un restaurant où j'ai voulu manger des saucisses de Montbéliard. Voilà. Et j'étais hyper excité, bien évidemment, à l'idée de faire mon premier clap le lendemain matin. Moi j'étais au jet dans ma chambre d'hôtel et je prenais mon premier Lexomil. Vous allez voir. Je prenais mon premier Lexo parce qu'effectivement je m'étais couché à 10h, 22h et impossible de trouver le sommeil. Voilà. Et un médecin m'avait dit prenez un petit Lexo, ça va. Voilà. Et donc je dis non, je ne vais pas prendre ce genre de truc, c'est inutile. Et finalement je l'ai clapé. Voilà. J'étais à minuit. Nathalie, Rémi, on pourrait penser au Lexomil comme partenaire officiel de l'édition suivante de Paris. Alors, je crois. Est-ce que dans ces moments-là, donc la veille et le jour du tournage, est-ce que moralement on remet les compteurs à zéro? Quand on passe du statut d'acteur à réalisateur, est-ce qu'on se dit il y a surtout des choses que je sais très bien faire comme acteur, mais qui ne seront pas forcément valides une fois que je serai derrière la caméra? Alors je vais faire un petit peu comme les hommes politiques. Le débat c'est pourquoi on devient après les états d'âme, tout ça, c'est différent pour chacun. Enfin, je veux dire, moi la question à laquelle j'ai vraiment envie de répondre, c'est pourquoi on passe de comédien à réalisateur. Moi c'est surtout, enfin je m'adresse aux gens qui sont là, c'était l'envie de raconter une histoire. C'était mon seul moteur. Raconter mes premières vacances à la neige, ma mère qui n'avait pas d'argent, ça m'avait tellement marqué enfant, et j'avais envie de raconter ça. Après, si le cinéma n'était pas venu à moi, peut-être j'aurais écrit un livre, j'aurais fait un one-man show, parce qu'au départ je suis comédien comme nombre d'entre vous ici, et il fallait que ça sorte, et exactement comme vous disiez en introduction, c'est-à-dire qu'il fallait que j'accouche de ça, il y avait un côté psychanalytique, et mon envie première c'était ça, fallait que je raconte cette histoire. Et la chance, j'ai rencontré un producteur qui m'a trouvé très sympa, machin, dans un rôle. C'est pas Weinstein, tout va bien. Et puis il m'a dit, est-ce que tu as des projets, des envies, des désirs? Et je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais bien raconter mes vacances au ski. Et après, les choses se sont faites comme ça. Voilà. Pourquoi j'ai changé de débat. La question, on va revenir à la question du besoin de réaliser et puis l'envie aussi de réaliser, parce qu'il y a aussi des acteurs qui deviennent réalisateurs et qui redeviennent acteurs. Il y a aussi des one-shots. Mais la question que je vous posais, c'était est-ce que quand on démarre un tournage, que ce soit un tournage de court-métrage ou de long-métrage, est-ce qu'il n'est pas indispensable de remettre les compteurs à zéro et de se dire les petites choses ou les grandes choses que je sais faire comme acteur, il ne faut surtout pas que j'essaye forcément de les dupliquer dans la réalisation? Moi j'ai pas eu cette sensation de vouloir repartir à zéro, je pense surtout que ça s'additionne en fait.
Et j'ai pris vraiment cette perspective de, justement, parce que je suis acteur et pas que réalisateur, que je vais avoir ma façon de réaliser. Parce que je sais diriger des acteurs, que j'aime ça, et que je cherche sans doute aussi, moi en fait, j'ai appris avec le court-métrage à comprendre mon propre vocabulaire. Comment dire, je sais que j'étais très vigilant parce que, effectivement, moi je viens en plus du théâtre, je viens pas du tout du cinéma, j'ai fait très peu de cinéma en tant qu'acteur, et du coup, tout l'aspect technique, je l'ai vraiment très préparé. C'est-à-dire que je suis arrivé vraiment sur un tournage où j'avais répété avec les acteurs, j'avais fait un storyboard, donc tout était maîtrisé parce que j'avais un peu peur de l'improvisation que j'arrive à faire sur une scène de théâtre, mais sur un plateau de cinéma où il y a beaucoup d'argent et où le temps est compté, je ne pouvais pas me permettre de partir un peu n'importe comment en faisant confiance au hasard, au moment de grâce qui, en général, quand on essaye de le chercher, il ne vient jamais. Il arrive toujours au moment où on ne le cherche pas. Donc j'ai pas remis les compteurs à zéro. Donc je me suis dit, au moins, je suis solide dans la direction d'acteurs, dans les dialogues aussi que j'ai écrits et comment je les change un petit peu au tournage. Mais par contre, pour tout ce qui était technique, effectivement, j'ai fait énormément de préparation. Lauriane Yvonnick, est-ce que vous voulez répondre à cette question? Donc, moi, c'est vrai qu'il y a des choses qui se rapprochent de ce que vient de dire Xavier. Moi, je me suis posé la question de la légitimité, vraiment, parce qu'en étant comédienne aussi, est-ce que je suis vraiment à ma place en tant que réalisatrice? J'avais plus confiance, pareil, dans les dialogues, parce que peut-être grâce à la formation à la FEMIS, peut-être j'avais confiance dans la mise en scène, dans la direction des comédiens, dans ce que je pouvais leur apporter. J'avais l'impression que ça c'était plus dans mon domaine de compétences. J'avais aussi un peu de mise en scène, donc j'avais un peu touché à ça. Après, nous, on a une spécificité, c'est qu'on est deux, et que du coup, moi je trouve ça très rassurant. Alors j'adore travailler en équipe de façon générale, mais le fait qu'on soit deux sur un plateau, et qu'on ait des compétences très différentes avec Ivo, qui lui est beaucoup plus technique que moi, si, un peu quand même. Moi je trouvais ça très rassurant. Donc on s'est vraiment divisé. Moi j'étais à la mise en scène, je m'occupais des comédiens, de tout ce qui était costumes, accessoires, de toute cette partie-là. Et Ivo était plus à la technique. Donc, et le fait d'être deux, ça rassure. C'est-à-dire qu'à un moment où si on ne sait pas, on sait qu'il y aura l'autre. Mais je te laisse peut-être un peu. Moi je suis aussi assez d'accord. Je trouve que en fait, nos compétences de comédien s'additionnent. Et en fait, c'est pas des vases clos. C'est ce que tu apprends en tant que comédien et ce que tu vois sur un tournage aussi en tant que comédien, tout d'un coup, tu t'en sers aussi en tant que réal. On va regarder une image de pile poil. Alors, on peut pas dire, il n'y a pas de son, hein, donc j'ai préféré opter pour des JPEG. Alors, Madeleine Baudot, c'est ça? Ouais. Et Grégory Gadebois, voilà. Alors, c'est un film dont on a parlé tout à l'heure, pile poil. Est-ce qu'il y a, quand on passe à la réalisation, une sorte de syndrome de Stockholm avec ces acteurs? J'ai regardé les bonus de votre film, je crois que c'est Dieu merci, et il y a une séquence avec Zabou Breitman et Grégoire Bonnet. Ah, il a déjà tes yeux. Non, il a déjà tes yeux, oui, je savais c'est pas grave. Et donc c'est toujours intéressant de regarder des séquences couplées sur un DVD, parce qu'il y a une séquence qui est dans le film, où ils sont tous les deux au lit, ils discutent, et dans le bonus DVD, il y a la séquence dans son intégralité. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que Lucien Jean-Baptiste n'a pas laissé la séquence en entier? Elle y est, mais pas en entier. Est-ce que parfois, donc il y a un syndrome de Stockholm avec des comédiens qu'on trouve tellement bons, une fois qu'on est derrière la caméra, qu'on se dit, ça je ne peux pas. Oui, enfin là on est dans le travail de montage, en post-prod, le tournage est terminé, on est très content de tout ce qu'on a tourné. Effectivement, le syndrome de Stockholm, c'est aussi valable pour les comédiens, mais c'est valable pour tellement de choses, des plans, des décors. On a bossé pendant 3 jours sur une scène, etc. Et puis, bon, quand on arrive au montage, voilà, il y a des sacrifices à faire. Alors il faut avoir confiance en son monteur qui te dit non, cette scène-là, c'est pas la peine, autant la couper. Et c'est vrai qu'on apprend ça au fur et à mesure avec l'expérience. C'est vrai que moi j'étais très accroché parfois à des répliques, à des choses. Et puis Mordicus, tu dis non, il faut que ça soit dans le film, je pense qu'on a tous vécu ça. Et puis maintenant, il est vrai qu'avec l'expérience, je commence aussi à faire confiance, à relâcher un petit peu, donc à considérer mes preneurs d'otages comme des preneurs d'otages. Voilà. Avant de leur donner la parole, Xavier? Moi, non, pas du tout. C'est-à-dire que je pense que
c'est desservir le film et l'acteur que de montrer quelque chose qui ne marche pas dans le film. Donc je me suis jamais senti... C'est-à-dire pour moi, les acteurs, bien évidemment, je les admire, et puis c'est des acteurs que j'aime, que je viens convoquer à travailler à mes côtés. Mais pour moi, c'est de la fiction et le personnage qui prime. Et si ça me dessert le personnage, je préfère me séparer d'une performance qui, du coup, ne serait qu'une sorte de fioriture, plutôt que... On voit bien, hein, enfin, ce que j'essaie de faire dans mon cinéma, c'est que c'est tranchant, et que c'est essentiel, et que le gras, en fait, je l'enlève. Mais c'est vraiment une question de personnalité et de façon dont même moi, dans mon travail propre d'acteur, et même au théâtre, je préfère disparaître plutôt que d'être, de prolonger ma présence sur scène si elle dessert mes propos. Voilà. Ce thème de la disparition, moi, il m'a saisi quand on voit la suite, donc Avant que de tout perdre et Jusqu'à la garde. C'est-à-dire que dans Avant que de tout perdre, on est avec Léa Drucker quasiment tout le temps. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'ironie dans les 15 premières minutes de Jusqu'à la garde, parce que la première parole qu'elle prononce, ça doit être à la 10e minute. Et donc on a l'impression que vos deux films, non seulement s'emboîtent, mais se contredisent au sens noble du terme. C'est-à-dire ce que vous arrêtez à la fin du court-métrage, vous le reprenez. Donc il y avait, là justement, je trouve qu'il n'y avait pas de syndrome de Stockholm vis-à-vis d'un casting 4 étoiles, de Denis Ménochet et Léa Drucker, mais qu'il y avait aussi une réflexion sur ne pas exhiber trop ces acteurs. Oui, parce qu'en plus, dans cette première séquence, ça avait du sens, puisque c'est une longue, pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est une audience de conciliation d'un couple qui divorce, et dans les audiences de conciliation, ce sont les avocats qui prennent la parole en premier, et je trouvais que c'était une bonne façon d'exposer les personnages en n'écoutant en fait que la plaidoirie de leurs avocats et en les voyant très peu, et en leur laissant la place. Et pour compléter ce que vous disiez par rapport au syndrome de Stockholm, c'est vrai qu'en montage, parce que c'est une scène, comme il y a quand même 5 personnes autour d'une table, ça dure presque 20 minutes, on l'a tournée à 2 caméras. Donc j'avais plein de moments où je voyais Léa et Denis qui ne parlaient pas. Et c'est vrai que les premières versions du montage, j'avais tendance à vouloir voir mes acteurs. Mais c'est très vite, on s'est aperçu que dramaturgiquement, c'était en fait enlever du suspense et enlever du sens, que de dévoiler trop de choses en les regardant, mais plutôt en écoutant ce que les avocats pouvaient plaider pour eux. Voilà. Alors, restons sur cette image. Alors, votre film est dédié à tous les pères du monde, je crois, hein, c'est ça, à tous les papas, au vôtre peut-être en particulier. Alors, à la fin, on a mis une petite, on a mis à nos pères, à leur maladresse, à leur amour. Okay. C'est la petite truc à la fin, ouais. Alors, par exemple, alors cette séquence merveilleusement animée derrière moi, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de comment, justement, combien de temps a duré le tournage, et est-ce qu'il y a une stratégie quand on est acteur et qu'on a vu, qu'on a passé des semaines et des semaines à attendre sur un tournage, hein. C'est Marcello Mastroianni qui disait jouer au cinéma, c'est attendre. Donc quand on a attendu autant et qu'on est sur un tournage, comment est-ce qu'on devient stratège avec ces comédiens? Comment est-ce qu'on établit un plan de travail? Comment est-ce qu'on décide à quel moment on va faire cette séquence où le papa va, je vous conseille de voir le film, accompagne sa fille à l'endroit, etc. Sur cette séquence en particulier. Le travail, c'est un enjeu où on se dit, je ne vais pas répéter ce que j'ai trop subi comme acteur, c'est-à-dire attendre des fois, parfois pour rien. Moi, honnêtement, pas du tout. Je crois que pour le coup, on n'a pas été stratégique du tout, mais parce que moi j'ai envie de dire, l'attente, ça fait partie du travail de comédien, et moi ça m'a jamais trop gêné en tant que comédien, donc voilà, et le plan de travail, ça se fait. En tout cas, nous, on l'a plutôt fait par rapport aux besoins de production, et voilà quoi. Donc, en tout cas, là, sur le cours, il n'y a pas eu de stratégie en disant, tiens, comment on travaille. Oui, on essaye de réduire le nombre de jours de tournage, et on ne va pas utiliser Grégory Gadebois 1 heure pendant 3 jours de suite. On essaye de condenser tout ça, mais c'est plus des problèmes de production, j'ai l'impression. Est-ce qu'en tant que réalisateur et réalisatrice, en passant derrière la caméra, vous avez eu un autre rapport à ce qu'on appelle un combo? Vous savez, ces petits écrans vidéo qui sont sur les tournages. Quand on lit des interviews, des entretiens de cinéastes, ils disent souvent qu'à certains moments, ils ne voulaient pas d'écran vidéo et qu'ils voulaient être, tant pis s'ils ne voyaient pas exactement l'image, mais qu'ils voulaient être au cœur de l'action. Est-ce que quand on devient réalisateur, on a un rapport différent à ce petit écran? Alors après, je
dis, il y a autant de façons de réaliser des films, de faire des films qu'il y a d'individus. Hein. Après, il y a des grandes méthodes, tout ça, mais enfin, pour moi, le combo, il est indispensable dans la mesure où je joue dans mes films. Donc, c'est pas juste un comédien qui est devenu réalisateur. Je suis devenu un réalisateur qui, enfin, voilà, vous avez compris, je joue dans mes films. Donc, c'est un exercice complètement schizophrénique, c'est une galère. Je pense que je vais arrêter ça. Non, très sérieusement, d'être devant, derrière, parce que c'est très difficile. Et dans ce cadre-là, le combo est indispensable. C'est-à-dire que, en gros, on tourne la scène, hop, je vais regarder, voilà, ok, c'est bon, je vois tout ce qui ne va pas, je retourne sur le plateau. Donc j'ai besoin d'un combo. Mais effectivement, il y a des grands réalisateurs, je ne sais pas si on est là pour parler d'eux, qui, Hitchcock notamment, voilà, n'utilisaient pas le combo. Mais bon, enfin, faut utiliser les moyens modernes. Voilà. Enfin. Est-ce qu'il y a des moments où on lâche le combo? Alors moi, je m'attendais justement, je ne savais pas comment j'allais me comporter sur un tournage. Je m'attendais, en plus étant plutôt acteur de théâtre et ayant déjà un peu dirigé des acteurs au théâtre, à être tout le temps sur le plateau et jamais derrière le combo. Et en fait, j'avais la tête, mais les yeux virés sur le combo tout le temps. Et je faisais des allers-retours une fois à recouper pour aller diriger les acteurs. Mais en fait, c'était pour moi, parce que le cadre, c'est le cadre, et ce qui se passe en dehors du cadre, je m'en fous, en fait. C'est vrai que j'avais du mal en fait à me dire, je vais regarder des acteurs devant moi et les diriger, il y a une sorte d'énergie, même de tonalité de la voix qui, quand on est en direct et quand on est au casque, au combo, n'est pas du tout de la même qualité. Donc pour moi, très vite, dès le premier jour du tournage, même mon producteur m'a dit, t'es sûr que tu veux pas? J'ai dit, non, moi je suis là, je suis dans mon film déjà, quoi. Le rapport au combo. Moi pareil, je suis assez obsédé par le combo. Je trouve que c'est exactement ce que tu dis, le cadre c'est le cadre. Et ce qu'on voit sur un plateau est tellement plus large que ce qu'il y a dans cet écran après, que je trouve moi c'était très rassurant pour moi de regarder et d'être un peu fixé sur le combo, de voir exactement ce qui se passe. Ouais. Et pareil quand je joue dans les films, bah oui, du coup c'est aussi très rassurant de dire qu'est-ce que j'ai fait et de se rassurer là-dessus. Ouais. Alors on va regarder voilà, merci. On va repasser sur le menu, on va regarder une image de Jusqu'à la gare. Alors, voilà, ça c'est la fameuse séquence du début dont je faisais allusion, à laquelle je faisais allusion, pardon. Sur la version commentée de votre DVD, hein, on apprend souvent beaucoup plus de choses dans les versions commentées de DVD que beaucoup d'entretiens sur YouTube, etc. Vous faites sans arrêt allusion à où est-ce que vous avez trouvé les comédiens dans votre parcours de comédien, de théâtre, etc. Le fait de faire un casting quand on est réalisateur, est-ce qu'il y a quelque chose à la fois parfois de méthodique, ou est-ce qu'il y a quelque chose aussi de poétique, en se disant 10 jours avant le tournage, je dis mais bien sûr, comment j'ai pu oublier cette comédienne avec qui j'ai joué une petite séquence au Théâtre des Amandiers un jour, etc., etc. Parlons par exemple de cette comédienne. Sadia Bentayeb, oui, c'est vrai, c'est celle qui est de nous. Sadia Bentayeb, c'est une superbe actrice de théâtre qui joue beaucoup avec Joël Pomera, que vous avez peut-être pu voir aussi dans 120 battements par minute, qui fait la maman du garçon qui décède à la fin. Oui, alors la question c'est est-ce que c'est méthode. Moi je m'y prends beaucoup de temps à l'avance. J'aime bien laisser le temps aux acteurs de préparer leurs essais, donc je ne suis pas du genre à convoquer un directeur de casting pour que dans 3 jours je le rencontre. Moi j'ai demandé aux juges et aux actrices qui faisaient les avocates, je leur ai envoyé les textes 3 semaines avant, parce que c'est beaucoup de travail, et j'assiste au casting. Voilà, moi j'aime bien diriger les acteurs directement, donc avec la directrice de casting, je lui demande de choisir peu de gens, parce que je la laisse aussi me proposer des gens. Mais moi aussi, je lui conseille quelquefois, voilà, moi j'ai vu une fois cet acteur au théâtre, il y a 6 ans, dans tel spectacle, je pense que... Sauf que je ne le connais pas, mais du coup, elle me permet de le rencontrer. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer Jean-Marie Willing aussi, qui a un tout petit rôle, mais qui joue le père de Denis Ménochet. Mais c'est vrai que, oui, c'est très méthodique, parce que en fait, ça part de l'écriture, parce que quand j'écris, moi, je joue moi-même les dialogues pour les peaufiner, même si c'est pas les définitifs, parce que j'aime bien vraiment les sculpter avec les acteurs qui joueront les rôles. Mais du coup, ça induit déjà une énergie, un débit,
une voix grave, une voix aiguë. J'ai déjà des idées comme ça, donc ce qui fait que les recherches sont assez précises. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette remarque cinglante de Depardieu, qui avait dit qu'il acceptait de jouer le rôle de Dominique Strauss-Kahn pour le film d'Abel Ferrara, Welcome in New York, parce qu'il n'aimait pas Dominique Strauss-Kahn, et que donc il arriverait à le jouer bien. Est-ce que Lucien, Jean-Baptiste, Xavier, Lauriane, Yvonique, vous êtes parfois, vous avez eu envie de tourner avec certains comédiens que vous n'appréciez pas forcément, mais vous vous êtes dit, c'est la bonne personne pour ce rôle-là? C'est-à-dire une sorte de miscasting, mais qui peut aller loin. Alors, pour parler des comédiens, parce que, les histoires de casting, c'est très compliqué. Si vous voulez, parce que j'ai vraiment envie que le débat se tourne par rapport aux gens qui sont ici, parce que nombre d'entre vous sont comédiens, ont envie de faire des films, etc., ne comprennent peut-être pas parfois pourquoi ils ne sont pas pris sur certains rôles. Et peut-être c'est ça qui va vous amener à faire votre propre film. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est pas tant de dire ma petite tambouille. Maintenant, les rôles principaux, par exemple, c'est vrai qu'au départ, je vais dire, tiens, il faut machin et machin. Et puis, vous avez toute l'industrie du cinéma qui va vous dire, ah non, mon garçon, on vient de voir le film La Belle Époque, maintenant c'est Doria et Guillaume. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver et malheureusement, je peux avoir envie d'une comédienne ou d'un comédien, mais par rapport au budget du film, on va dire, écoute, si tu veux faire ton film, il est préférable qu'on prenne telle personne. Ça, c'est déjà une chose très importante à savoir sur les rôles principaux. Et après, c'est vrai que nous, réalisateurs, on a beaucoup plus de liberté sur les petits rôles, sur les rôles moyens, etc. Après, moi, ce que j'ai essayé de créer, c'est mon fichier, c'est-à-dire que, comme Xavier, je joue. Vraiment, le casting, c'est terrible, parce qu'effectivement, je joue tous les rôles. J'aime participer au casting parce que c'est la chose. Moi, le travail avec les acteurs, c'est ce que je préfère, puisque je suis comédien, nous sommes comédiens. Donc, c'est là où j'ai vraiment mon niveau de compétence le maximum. Donc c'est vrai qu'en termes de casting, je participe énormément. Et ce que j'ai créé aussi, c'est mon propre fichier de comédiens, des gens que je rencontre effectivement quand je vais au théâtre, quand je vois des films, je prends des noms, je note, voilà. Et je crée mon fichier, et ce fichier-là, je le donne à la directrice de casting et je lui dis, tu vas puiser là-dedans en priorité. Voilà, tout ça pour vous dire, ne m'en veuillez pas si parfois je ne vous prends pas dans les films, parce qu'on m'a dit, bah non, c'est Catherine Deneuve qui fera le rôle du Grand Noir. Voilà. La question, c'est est-ce qu'on peut travailler avec un acteur qu'on n'aime pas? Mais si c'est le bon. Mais si c'est le bon. Alors moi, ça ne m'est pas arrivé. Peut-être qu'un jour, j'aurai un personnage qui est vraiment en fusion avec un acteur que je n'aime pas. Mais comment dire, moi, non, a priori, je n'irai pas travailler avec quelqu'un dont je n'apprécie pas le travail. C'est quand même aussi une aventure humaine. Et puis je crois que, voilà, il y a des... moi, je pense qu'il y a des réalisateurs et des metteurs en scène qui ne m'aiment pas. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous là pour s'aimer. Mais c'est vrai que je préfère en priorité travailler avec des gens dont déjà il y a une osmose dans le travail, ou pour aller dans le même sens. Par exemple, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que ça dépend aussi de l'économie des films, mais pour ce qui était de Jusqu'à la garde, alors que les deux rôles principaux sont tenus par Léa Drucker et Denis Ménochet, j'avais fait un court-métrage, heureusement d'ailleurs, parce que ça pouvait un peu soutenir déjà que le projet était existant, mais quand j'ai eu mon premier rendez-vous chez Canal+, la première chose que j'ai dit, c'est « ce sera Denis Ménochet et Léa Drucker, si vous ne leur voulez pas, je m'en vais ». Et non, mais d'accord. Voilà. Moi, par contre, on ne pourra pas m'imposer un acteur que je n'ai pas choisi. Je préfère ne pas faire le film. Mais vraiment. Alors, juste une petite précision, excusez-moi par rapport à cette question. Il y a des acteurs, au départ, ça se passe très bien, vous les choisissez, oh là là, on est les meilleurs amis du monde. Et puis, il y a le tournage qui commence, il n'aime pas la cantine, il trouve qu'il est convoqué trop tôt. Je vous en supplie, un truc, non vraiment. Vous voyez l'attitude que vous avez quand vous faites le casting? Comment vous êtes sympa, souriant, disponible. Gardez ça, je vous jure, parce qu'il n'y a rien de pire. Et je le vis à chacun de mes films. Je rencontre des gens, pour les essais, ils sont là, Lucien, merci, ils vous envoient des petits mots, ils vous rappellent le soir, ou ils passent par le casting pour dire j'ai passé ce casting, c'était formidable, Lucien Jean-Baptiste, c'est le plus grand réalisateur du monde, il est adorable, je veux travailler avec lui. Vous prenez la personne sur le film, ça se passe bien pendant une semaine, et puis
pouf, t'as la tête qui commence à gonfler comme ça, ou t'as tel petit problème, et là vous avez quelqu'un complètement différent. Ne changez pas, gardez une attitude positive le plus longtemps, ce que j'appelle le believe I can fly. Il faut avoir ça dans l'œil. Au moment du casting, il faut le garder, il faut le garder. Voilà, enfin bon, voilà. Parce que j'ai eu quelques déconvenues parfois. Pour répondre à la question, c'est ça oui. Alors moi, c'est clairement non. Jamais j'aurais envie de travailler avec un comédien que j'apprécie pas. Et je crois même, nous on est peut-être un peu bisounours, mais pour moi c'est tellement une aventure humaine aussi. Évidemment qu'à la fin il faut avoir un objet, un film qui nous plaise, qui nous corresponde, avec ce qu'on a envie de faire, avec ce qu'on a rêvé, fantasmé de faire. Mais l'aventure humaine est aussi importante pour moi. Et alors on est peut-être un peu bisounours, mais... Moi j'irais même plus loin, enfin en tout cas pour nous, je pense à des metteurs en scène de théâtre par exemple, où c'est vachement dans le conflit, machin, etc. et c'est leur façon de fonctionner. Moi je sais que moi j'ai besoin sur le tournage d'avoir des gens avec qui je me sens bien, avec qui on est accompagné, avec qui on est en confiance. Et évidemment c'est comme ça pour les comédiens aussi. Et oui, on peut ne pas être d'accord sur des choses et se challenger pour essayer de faire le meilleur travail possible. Mais c'est toujours avec un point de vue commun qui est de rendre le projet le meilleur possible. Et donc, moi, personnellement, les gens que je n'aime pas, dans un travail comme ça, je ne pourrais pas bosser avec eux. Excusez-moi, je suis bavard. Non, mais c'est aussi non, un truc important, ça revient aussi à la personnalité du réalisateur. Il y a des réalisateurs qui aiment créer dans le conflit, à des embrouilles, le lendemain ils se font des grands bisous, tout ça. Moi, j'ai l'impression que nous quatre ici, on n'est pas du tout là-dedans. Moi, je veux que, oh là là, amour et paix, cool. Mais il y a plus, en tant que comédien, des situations, mais ça se gueule, ça s'insulte. Et puis ça tourne, puis ça fait des merveilles. Voilà, tout est possible. Donc vous pouvez vous engueuler avec les réalisations. Dans le sens inverse, c'est Claude Chabrol qui disait qui rit au tournage pleure au montage. Qui disait que quand une ambiance est des fois trop, on est trop dans le vivre ensemble, il peut arriver qu'au montage on se dit mince, j'aurais dû insister, etc. Ou pas. Je voudrais qu'on regarde une image de Dieu merci. Celle avec Michel Jonas. Alors, Lucien Jean-Baptiste, non, l'autre, c'est pas celle-là. C'est pas Michel Jonas. Voilà. Alors, Michel Jonas, c'est un acteur récurrent dans le film. Oui. Incontestablement. Il apparaît très très souvent. Ce que je voudrais, donc ça c'est dans Dieu merci. C'est une séquence hilarante, mais ce que j'aimerais savoir, c'est le travail de réalisateur. Quand on est acteur, c'est pas aussi de trouver une petite musique. C'est-à-dire la musique des voix. Je choisis cette image parce que Jonas est chanteur et musicien. C'est comment s'organise peu à peu, en tant que réalisateur, quand on a un passé d'acteur, la mise en musique des mots. La mise en musique des mots, des dialogues. Alors tout ça se fait... moi, il est vrai que je suis très sensible aux voix. Mais au départ, c'est quand même le personnage qu'on a couché sur le papier, et puis après on va essayer de trouver l'acteur qui correspond à ça. Mais il est vrai que la voix, il y a des voix qui se marient, et c'est vrai qu'il y a des réalisateurs qui travaillent comme ça, Xavier en parlait, au théâtre beaucoup, moi j'ai fait un petit peu de théâtre, et c'est vrai qu'il y avait des metteurs en scène, ils aimaient harmoniser les voix, etc. Après, souvent quand vous choisissez un acteur pour un personnage, les choses se font très tranquillement, il n'y a pas je ne pose pas de règles, c'est vraiment moi essayer de trouver l'acteur qui va coller au personnage. Et après, s'il a une voix qui se marie, formidable. Mais généralement, on n'est pas surpris, on voit des essais, on le fait travailler, voilà. Et après, quant à la petite musique, je reviens aussi, la petite musique du film, je ne parle pas de musique avec les notes, ce que dégage le film comme tempo, tout ça, bon, c'est à chaque étape au niveau de l'écriture. Je crois que l'écriture, et c'est vraiment le point de départ, souvent vous récupérez des problèmes au montage, mais ces problèmes partaient déjà de l'écriture. Sur le plateau, vous retrouvez des problèmes, vous faites merde, ça marche pas. Mais oui, mais c'était à l'écriture, dans les répétitions, etc. Et je reviens encore à vous sur une question très importante, vous avez évoqué ça, c'est la préparation. Il y a un temps de préparation, et ce temps de préparation, battez-vous pour avoir du temps pour préparer les choses, parce que vous ne pourrez pas, parce qu'une fois que le tournage a commencé, ah là là, c'est tout ce que vous n'avez pas fait en prépa,
vous allez vous le prendre dans la figure sur le tournage, parce que ça ne sera pas catastrophique, mais ça va vous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps d'explication avec les comédiens, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a un côté symphonique dans la mise en scène d'un film, au niveau des voix, des temps de silence qu'on va demander aux acteurs qui vont tout d'un coup vous faire une proposition inattendue, changer presque de tessiture? Oui, moi j'accueille les propositions comme ça qui vont faire sens. Quelquefois j'essaye de les creuser, de les détailler avec eux, surtout dans mon film qui n'a pas de musique. Jusqu'à la garde, c'est vraiment les sons du quotidien et les silences et les intonations de voix. Je me souviens qu'on a beaucoup travaillé, enfin pas beaucoup, bon, il y avait une prise qui était formidable et j'ai juste dit à Léa, cette dernière séquence où Denis Ménochet vient tirer des coups de fusil, où elle dit Antoine arrête, elle le faisait dans les aigus, mais très très aigus, et je lui ai dit la séquence est formidable, tu peux dire oui mon Dieu, au secours, il est là, il est à la porte. J'ai dit quand tu fais Antoine arrête, il faut que tu le cries avec le ventre. Mais c'était juste ça l'indication. C'était juste parce que tu es dans les aigus au téléphone, comme il est derrière la porte, il faut que tu le cries plus grave. C'était juste ça. Mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est moi au combo, je me dis il faut qu'elle soit dans les graves à ce moment-là. Et voilà. Un commentaire par rapport à ça? Comment est-ce qu'on réagit en tant qu'ancien comédien quand on est sur un tournage à des acteurs ou des actrices qui vont faire une proposition inattendue? Grégory, ça s'est posé comme question parce qu'en fait la comédienne Madeleine Baudot qui joue sa fille est belge et a un accent belge qu'elle n'arrive pas complètement à supprimer. Et Grégory, entendant ça, parce qu'ils se sont rencontrés avant à leur demande pour se voir un peu et papoter, et se découvrir et s'appréhender un peu avant le tournage, Grégory nous a dit moi j'aimerais bien travailler un accent. Donc c'est vrai qu'on a, si ça répond à la question, on a travaillé beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que nous en amont, en tant que, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant qu'acteur, vous l'avez dit, et nous aussi on passe des heures, on est deux en plus, donc je crois que c'est encore plus facile, mais dès qu'on est tous les dialogues, on les joue 15 000 fois jusqu'à trouver la bonne rythmique, le bon mot, ce qu'on répondrait, on part en impro, on enlève, on travaille beaucoup sur la rythmique des dialogues, et jusqu'à trouver le bon dialogue selon nous, parce qu'évidemment il n'y a pas une chose juste, mais on travaille beaucoup en tant qu'acteur là-dessus. Un peu mélanger les choses. Non. Ouais, moi je suis aussi vachement d'accord. Plus que le son, c'est plus une histoire de rythme. Enfin, le rythme est très présent, j'ai l'impression. Et moi, ça m'est arrivé dans des... je pense à un comédien où j'avais demandé de faire un truc plus aigu. Et au montage, donc il a tout son bout grave. Et puis il y a juste deux mots que j'ai changés, que j'ai pris une autre prise qui viennent aigus. Et ça fait un petit effet qui me plaisait bien. Je me suis permis cette liberté en me disant tiens, ça sert aussi le comédien. Et voilà. Et donc oui, le son, c'est hyper important. N'oubliez pas que vous pouvez prendre la parole. Il y a des... voilà. Moi, c'est par rapport à la préparation. J'ai l'impression que... Est-ce qu'on pourrait vous faire passer un micro? Non, mais c'est pour revenir par rapport à la préparation au niveau de la technique. Est-ce que vous travaillez avec un chef opérateur pour choisir les plans? Enfin, c'est ça qui me fait le plus peur, et là je me rends compte que je fais beaucoup plus attention quand je regarde un film à quel plan on utilise. Et ça, est-ce que c'est vous tout seul avec votre scénario, vous dites alors là ce sera comme ça, ou est-ce que c'est avec un chef opérateur dont c'est le métier qui va vous proposer des plans? Voilà, il y a cette première question-là. Et aussi par rapport au théâtre, le temps de répétition avec les acteurs, est-ce qu'il y a c'est un temps long? Est-ce que vous répétez est-ce que c'est possible de répéter aussi au niveau de l'espace, c'est-à-dire dans le décor que vous avez choisi? Enfin, voilà, c'est ces questions-là. Alors moi, pour ma part, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je suis venu à réaliser un film, c'est que j'écris comme je vois. Donc c'est-à-dire que mes scénarios, je vois déjà les plans. J'ai un sens que je n'arrive pas à te dire d'où il vient. J'ai un sens du cadre. Je sais que même quand je vois des films, je me dis c'est dommage, il est trop près, là il est trop loin. Donc j'ai déjà une proposition, comme je disais, storyboardée. Après je la peaufine avec bien sûr ma chef-op. Et quelquefois sur le tournage, elle peut me proposer des choses. Je vais dire ah oui ça c'est bien, ou là non, vraiment j'aimerais vraiment faire comme je l'ai décidé. Donc ça se prépare beaucoup en amont. C'est bien de pouvoir découper un maximum, parce que c'est des films aussi ton plan de travail, le nombre de prises que tu auras par jour à faire.
Et la deuxième question était pour les répétitions. En fait, ça dépend. Moi, j'ai des séquences où il était absolument important que ce soit répété beaucoup, et d'autres où il était important de ne pas les répéter du tout. Ça dépend ce qu'il y a à jouer. Par exemple, la séquence qu'on a vue tout à l'heure, j'ai répété énormément la séquence avec la juge et les avocates qui ont pratiquement 90% des dialogues à prendre en charge, alors que Denis et Léa, qui sont les parents, qui vont parler très peu, qui vont juste répondre aux questions posées par la juge, je n'ai pas du tout répété avec eux. Donc je les ai plongés tous les deux devant ces trois femmes qui maîtrisaient complètement la scène, et eux, ils étaient saisis par l'effet de surprise. L'effet de surprise. Donc il faut jouer avec ça. Et il faut, je pense, enfin moi c'est aussi en tant que comédien, je pense qu'il ne faut pas, quelquefois j'ai tourné un peu, et quand on ne sait pas du tout quelle valeur de plan est faite, je trouve que c'est moi j'aime que mes acteurs sachent ce que je suis en train de faire. Donc du coup, j'explique vraiment quel cadre, pourquoi, comment, et je répète avec eux avant pour qu'ils soient à l'aise et qu'ils ne se posent pas de questions techniques, machin, parce qu'il y a beaucoup de ça sur un tournage, et moi j'essaie en tout cas de libérer le jeu de tous ces aspects techniques. Donc, et c'est à moi de décider. Donc si tu réalises un jour, si tu as envie de beaucoup répéter une scène, ton équipe doit faire en sorte de trouver du temps pour le faire, et si tu ne veux pas répéter, tu ne le fais pas. C'est toi qui maîtrises. Réaction à gauche ou à droite? Non, c'est vrai. Enfin, c'est ce que je veux dire, C'est vraiment toi qui décides du coup ce dont tu as besoin. Et évidemment d'accord avec les comédiens, tout ça, mais nous par exemple, Madeleine n'avait jamais tourné, donc elle avait vraiment besoin de répéter, donc on a passé beaucoup de temps à répéter. Et Grégory, on lui a même pas posé la question, parce on imagine que tu n'as pas besoin ou envie de répéter, mais n'hésite pas à nous dire. Il nous a dit non, ça va. Donc du coup, c'est vraiment en fonction des besoins de tes comédiens et d'abord de tes propres besoins. Après, c'est rare, pour répondre à ta question, c'est rare de pouvoir tourner dans les lieux, sauf si c'est un lieu qui est très disponible, que tu connais, qui t'appartient, Mais comme en général, nous, on avait 13 décors en 6 jours, c'était à Rouen et à Bordeaux, donc c'est sûr qu'on n'avait jamais... on est allé voir pour choisir les décors avec les personnes qui les avaient trouvés, qui nous les proposaient. Mais par contre, après, le jour J, il faut se lancer dans le décor, on n'avait pas du tout répété... dans les lieux. Voilà. Après, il y a d'autres endroits où justement on avait vu le décor, on voulait un plan séquence pour notre plan d'introduction, et du coup on l'a calé quand on était en visite sur le décor avec la chef-op, on s'est dit ok, ça ressemble grosso modo à ça, et donc on a utilisé aussi le décor pour définir notre plan. Et tu es très soutenu par ton équipe technique, parce que tu disais, c'est pas toi tu vas pas être toute seule à te dire il faut absolument c'est ce cadre-là. Tu es vraiment conseillé par des gens qui ont des compétences que moi par exemple j'avais pas du tout. Et du coup tu es très soutenu par toute une équipe technique qui est justement complètement à ton service. C'est hyper impressionnant et heureux d'avoir toute cette équipe qui est là, qui est là pour te conseiller, te guider. Alors c'est bien d'avoir quand même une vision, mais je pense que tu l'as quand tu écris plus ou moins. Xavier l'a beaucoup, je pense que ça dépend des gens, mais tu es très très soutenu d'un point de vue technique par des gens qui ont des compétences très fortes dans le cadre, dans le son, donc tu peux vraiment demander conseil, le préparer, et c'est ça qui est assez rassurant, je trouve. Oui, c'est un court-métrage que tu prépares? Non? Non, parce que ça dépend aussi du nombre de personnes, etc. Mais globalement, une fois de plus, je le dis, il n'y a pas une façon de faire les choses, il y a une infinité. Après, il y a des règles de base. Mais il est vrai qu'il est préférable, dans un premier temps, de répéter, de travailler avec ses comédiens en amont. Je vais te raconter une anecdote. Moi, mon premier long métrage, je ne savais pas du tout. Hein. On m'avait mis un conseiller technique, donc je ne savais rien. Tout ce que je savais, c'est que j'étais comédien et j'avais quelques expériences. Et au théâtre, je me souviens, on faisait des lectures. Donc au théâtre, tous les comédiens se réunissaient, et puis on met les textes sur la table. Donc je me suis dit, je vais faire pareil au cinéma. Et là, mes producteurs m'ont dit, mais t'es complètement dingue, on va pas réunir... Mais j'ai dit, bah si, parce que moi j'ai besoin. Et ce qui était formidable, c'est que pratiquement la majorité des comédiens ont dit ok, ce qui fait que le mec qui avait une phrase était venu pour dire sa phrase. Et j'avais une sensation de troupe de théâtre, tous les comédiens étaient réunis, après on a bu un pot, ce qui fait que ça nous a soudés, ce qui fait que le comédien, ce qu'il y a de plus dur, vous l'avez tous vécu, je l'ai vécu, on l'a tous vécu, vous savez, vous êtes le comédien qui arrive, qui a une journée, 2 phrases sur un film, et il arrive, il connaît personne, le réa il fait la bise à tout le monde sauf à vous, enfin voilà le truc, tout ça, et vous arrivez, vous êtes tendu, puis vous avez votre fameuse phrase à dire, vous suez, et tout ça je l'ai éliminé parce que le comédien, sachant ce qui se passe quand on a 2 phrases,
Donc j'ai intégré très rapidement tous les comédiens, même celui qui n'avait qu'une phrase, et surtout j'ai pu entendre mon film et me rendre compte qu'il y avait peut-être par endroits des problèmes de rythme, des blagues qui n'étaient pas bonnes. On a pu réécrire des choses tous ensemble, ça a créé une espèce de famille. Donc c'est pas la méthode, ça a été ma méthode, c'était un coup de chance, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais en priorité, essayez de répéter, je trouve ça intéressant. Et après, comme a dit très justement Xavier, il y a des scènes, ça ne sert à rien de les répéter parce qu'on a besoin de ce qui se passe sur le moment. Donc ça, vous le définirez petit à petit. Maintenant, les histoires de découpage avec le chef-op, c'est très important. Moi, je ne savais pas du tout. Alors effectivement, j'avais une idée comme ça, des choses. Ouais, ce serait bien que le film commence comme ça. Et puis, vous avez des gens d'expérience qui ont déjà fait 1000 films, enfin 5, 6, 10 films, qui sont votre chef-op, votre ingénieur du son, etc. Et ces gens-là, il faut s'appuyer, il faut travailler avec eux. Il ne faut pas vous dire... la question de la légitimité aussi importante. Moi, je ne me sentais pas du tout légitime à réaliser un film. Mais quand je regarde les génériques et je vois tous ces noms défiler, je me dis, mais finalement, mais non, Lulu, t'es pas tout seul, il y a tous ces gens. Donc appuyez-vous, posez des questions, n'ayez pas peur d'être bête. Vous dites au Réa, c'est quoi la focale à 75, je sais pas, c'est quoi, machin. Et lui, il va vous expliquer, parce que le mec, il va vouloir que vous fassiez d'autres films, il va vouloir devenir votre chef-op attitré. Donc il est là pour vous aider. Donc pose-lui des questions, tu vois, comment je fais. Prenez des films en référence aussi, hein, c'est important ça. Prenez 3 à 4 films que vous adorez, vous dites voilà, ça j'aime bien, ça j'aimerais bien, etc. Et n'ayez pas peur d'être bête, posez des questions. Voilà. Je suis bavard, je suis désolé. Hein. Non, mais moi je suis super d'accord avec Lucien. Et j'ajouterais même une autre chose, c'est que en fait, si toi tu te poses comme tiens, le grand chef qui dit à tout le monde ce qu'il doit faire, bah, c'est vachement moins motivant pour les gens que si tu les responsabilises et qu'ils vont te proposer des choses et que toi tu prends. Et voilà, et du coup, tout le monde s'implique dans le film d'une manière différente, quoi. Bonjour. Ouais, donc moi je suis comédienne et j'ai déjà réalisé un court-métrage. Donc j'ai d'autres questions, c'est-à-dire que là j'ai l'impression que vous avez très vite trouvé des producteurs. Donc en fait je suis assez intéressée de savoir comment en fait vous avez réussi à trouver des gens. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était très difficile, j'ai fait beaucoup de démarches pendant très longtemps et j'ai eu du mal, donc finalement je l'ai fait en autoprod. Il aurait coûté un peu plus cher évidemment. J'ai quand même, voilà, c'est plutôt un joli film, mais il y avait de l'animation, il y avait pas mal de trucs dans le film qui coûtaient cher. Donc déjà moi c'est vrai que ça reste une démarche où j'ai pas réussi à comprendre comment on attirait les producteurs à soi, pourtant j'en ai rencontré tout. Ça c'était ma première question, où je voudrais bien avoir vos expériences. Et la deuxième, c'est que justement on parle de légitimité et toute cette question que tu posais sur la technique sur le plateau. Moi je sais que comme du coup j'ai fait je me suis formée à la technique même de chef-op parce que j'avais peur de ne pas être légitime. Mais en fait quand même sur le tournage, comme pour le coup les gens n'étaient pas payés parce que c'était un court-métrage, du coup je voulais vraiment respecter les chefs-op, les techniciens qui étaient là. Et au final, je peux dire qu'il y a quand même des plans que j'ai pas réussi à faire parce que on me disait que c'était pas comme ci, que c'était pas comme ça. Donc en fait, je me suis sentie quand même un peu empêchée de faire des choses que j'avais envie de faire qui n'étaient pas forcément dans le classique, dans le cadre que normalement il faut faire comme ci, plan serré, plan large. Il y avait des plans que j'ai voulu faire que j'ai pas obtenus. Bon, je suis contente de mon film, mais voilà. Et du coup, c'est vrai que là par exemple, j'ai du mal à aller vers la deuxième expérience. Parce que j'ai gardé des trucs où ça m'a fait un peu peur. J'avais une équipe de 30 personnes sur le tournage. Ah d'accord. Bon voilà, donc j'avais beaucoup de questions, mais j'aime bien avoir vos expériences là-dessus qui sont un peu compliquées justement quand on est comédien sur un plateau et qu'on réalise. Voilà. Donc comment avoir une totale légitimité dans ses choix aussi sur un plateau quand on démarre en fait. Alors nous on a commencé exactement comme toi. En fait on a autoproduit un film il y a 4 ans. Qu'on a fait dans notre salon, et alors l'équipe était de 3 personnes, vraiment. Donc c'était un petit film avec Caroline Pascal, ici présente, en tant que comédienne. Et en fait, alors du coup, je ne sais pas toi, quelle est ta démarche par rapport au film que tu as fait, si tu en es contente. Nous, du coup, on l'a envoyé dans des festivals, et ça s'est bien passé. Et un jour, il y a un producteur qui était dans la salle, et qui l'a vu, et qui a dit « Ah, qu'est-ce que vous avez en stock ?» Et on a pu produire notre pile poil, le court-métrage d'après. Et grâce à ce court-métrage-là, on est en développement de long-métrage. Nous, notre chemin, il s'est fait comme ça, grâce à ce court-métrage autoproduit qu'on a fait avec un budget de 100 €, je pense, pour les sandwichs le midi. Mais donc j'ai l'impression que tu es dans la bonne démarche de produire.
et après de montrer ton travail, d'aller vers des producteurs, si tu es contente de ton film, parce que c'est toujours le truc, voilà, si tu es content d'aller voir des producteurs, de leur dire voilà ce que j'ai fait, j'ai plein d'autres idées, et de l'envoyer dans des festivals, parce que nous c'est grâce à des festivals, c'est à la projection C'est pas la taille qui compte à Paris, au 5 Comartin par exemple, où tu peux l'envoyer, voilà, et du coup, et pour ta deuxième question, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend petit à petit, de voir, toi tu avais des envies, le chef-op était peut-être d'un caractère qui t'a imposé des choses, de voir grâce à cette première expérience comment faire différemment à la suivante, mais j'ai l'impression que tu es dans la bonne démarche, on apprend ce métier-là aussi, comme tout métier. Moi je trouve que c'est normal d'avoir des trucs où tu te dis mince, j'aurais voulu que ça se passe différemment, ça s'est passé comme ça, et puis on avance et à chaque fois on fait un peu mieux, et puis voilà. D'autres questions? Bonjour, je voudrais poser deux, trois questions comme ça. Tout à l'heure, Lucien nous a dit ce qu'il avait poussé à aller de l'acteur à réaliser. Il a parlé de son envie de raconter des histoires, si je ne m'abuse. Et je ne crois pas que vous en ayez parlé, Xavier, ou j'ai loupé un moment, mais moi j'aimerais bien savoir ce qui vous a amené à ça. Je voulais aussi savoir pour vous, c'est quoi la spécificité d'un acteur qui réalise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous réunit tous? Et qu'est-ce que ce serait? Ou on pourrait dire qu'est-ce que la force ou la faiblesse d'un... Voilà. Et j'avais envie de savoir si forcément un acteur fait un film d'acteur, ou s'il peut partir sur du cinéma plus cinéma. Voilà, et j'en avais une quatrième, mais on va déjà laisser ça. Merci. La première question, c'était... Ah oui. Si, pardon Lucien, et ce sera peut-être une question en plus pour toi, c'est qu'est-ce que le fait de... Quand tu es dirigé par un réalisateur, et quand tu n'es pas dirigé par un réalisateur et que tu joues dans ton film, c'est quoi la différence? Agréable, pas agréable, pas que ça, mais c'est quoi la différence? Donc, waouh, moi je n'ai pas une bonne mémoire, mais alors, la première question, c'est l'envie, oui, de passer devant, derrière, voilà, c'est l'envie, voilà, de raconter cette histoire. Après, j'ai l'impression, je ne peux pas juger de ça, mais j'ai l'impression que tous les acteurs que je rencontre, qui ont été dirigés par des réalisateurs qui étaient acteurs, eh bien, avait un vrai plaisir d'être dirigé par des réalisateurs-acteurs. Parce que souvent, tu tombes sur des réalisateurs qui sont uniquement techniques et qui ne savent pas comment parler aux comédiens. Et je me souviens d'une masterclass, on dit plus ça, enfin bref, tant pis, masterclass, où Tarantino disait aux réalisateurs, faites du théâtre, apprenez à jouer pour comprendre la psychologie de la personne que vous avez en face de vous. Parce que souvent, il y a des réalisateurs, ils vous parlent et ils ne comprennent pas que là, en fait, vous êtes en plein stress, vous avez un moite, et puis il dit, ouais, fais ça, mais c'est plus complexe que ça, un comédien. La troisième chose... Oui, les films... donc, ce qui t'a poussé, qu'est-ce que pour toi la spécificité d'un film d'acteur? Oui, bah, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de prédominance sur les comédiens. Voilà, on est peut-être... En tout cas, pour moi, je suis moins dans une espèce d'esthétisme ou des choses comme ça. Je suis vraiment... Mon problème majeur, c'est que les comédiens soient bons. Voilà, voilà, qu'on ait un bon texte et des bons comédiens. Après, dans un second temps, on fera du Lynch, etc. Et pour revenir rapidement, comment trouver un producteur? Bah, il faut lancer le filet le plus large possible, en parler, assister à ce genre de réunions, des festivals, voilà. Et puis, tu auras beaucoup plus de chances si tu fais une comédie pour trouver un producteur que si tu fais un drame social, même si Xavier est l'exception. Après, il va vous en parler. Je pense que commencer avec un court-métrage, arriver avec quelque chose et présenter un producteur, c'est peut-être un premier pas. Mais je ne vous cache pas que c'est difficile, que les plus malins s'en sortiront et qu'il faut un petit peu de chance. Je viens de dire que 5 questions là, je viens de dire que vous étiez malin. Je ne sais pas trouver un producteur. Alors, moi je suis un peu un mauvais exemple, parce que j'ai l'impression que c'est le producteur qui m'est tombé dessus. Parce que moi j'étais assistant à la mise en scène de théâtre d'une pièce qui, au théâtre de Strasbourg, au théâtre national de Strasbourg, et qui devait être captée, non pas en public, mais un vrai film du spectacle, avec 3 semaines de tournage.
Et Alexandre Gavras, qui était réalisateur, est venu faire ce film, et j'étais donc du coup assistant script. Et donc j'ai travaillé pendant 3 semaines avec lui, et moi j'avais mon petit scénario, et je me suis dit, bon, ben, moi qui n'avais aucun lien avec le cinéma, c'est un peu, tu fais du cinéma, est-ce que tu peux lire mon scénario? Il a lu le scénario, il m'a dit, mais c'est génial, est-ce que tu cherches un réalisateur? Et je dis, ben non, parce que je pense que, en fait, j'ai tous les plans, et ça va être difficile de le donner à quelqu'un, mais je voulais juste avoir tes retours. Il dit, non, mais ton scénario est super, moi j'ai envie de passer à la production, donc est-ce que tu veux que je te le produise? Donc voilà, c'est la rencontre il a aussi produit mon long métrage. Donc j'ai vraiment beaucoup de chance et je ne suis pas le bon exemple pour savoir comment trouver un producteur. Voilà. Sur les 4 questions. Alors sur les 4 questions en rafale. Pourquoi passer pourquoi tu es venu à la réalisation? Pareil, raconter des histoires, sauf que moi je voulais d'abord écrire des pièces de théâtre et je me suis aperçu que mon écriture n'était pas du tout théâtrale, oui, c'est-à-dire qu'au théâtre il faut une langue, une poésie que moi je n'ai pas du tout. Moi j'avais vraiment des images, donc c'est l'écriture de scénario qui est venue petit à petit. Et parce que j'ai écrit le scénario et que j'avais pratiquement déjà mon découpage, qu'il a fallu que je réalise. En fait, j'ai pas voulu un jour dire je vais être réalisateur. Et je ne l'ai pas fait non plus dans le but de me donner un rôle. C'est vraiment, et là je suis en train de préparer un film, je ne suis pas dedans parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Je suis pas. J'ai pas forcément envie de... Enfin, moi, je pense qu'être acteur, c'est aussi être soumis, ou en tout cas offert au regard de quelqu'un, et moi, j'ai du mal à m'offrir à mon propre regard. Mais il y a des gens qui savent très bien le faire. Moi, c'est un truc que peut-être que ça arrivera un jour, mais je me sens pas à l'aise encore avec ça. Voilà. Ah, je vous avais dit, je suis bavard. Je réponds aux questions. Non, mais je vais répondre aux questions. mais c'est toi, ça m'a lancé. Ah oui, je n'ai jamais voulu être réalisateur, jamais. Ce sont les... Non, mais c'est important, mais il faut le savoir, parce que ça vous tombe sur la gueule comme ça. Moi, j'avais cette histoire, hein, et puis j'ai dit, il faut trouver un réalisateur. Et j'ai dit, mais attention, au réa, il ne faut pas que ça soit un mec qui me balance des clichés sur les noirs et tout ça. Ils ont senti que j'étais bavard, bouillonnant et tout ça. Ils ont dit, non, calme-toi, tu vas réaliser. Je dis, ah bon? Et là, et ils m'ont dit, tu pourras diriger les comédiens. Je dis, ouais, ça c'est ma cam. Et ils m'ont dit, on va te mettre un conseiller technique. Ce qui veut dire que quand votre sujet plaît, tout se met en branle pour vous aider à faire votre film. Vraiment, une fois de plus, c'est le scénario, c'est votre envie, c'est ce que vous avez dans les yeux. Et après, tout s'organise. Regardez Michel Denisot, là il vient de faire son film. Non mais je vous jure, tout le monde peut faire un film aujourd'hui. On passe notre journée à ça avec nos iPhones. Imaginez si on avait donné ça aux frères Lumière, ils auraient dit putain, vous voyez, maintenant c'est ce que vous avez dans le bide. Ne vous stressez pas avec la technique, les machins, tout ça. Quand l'industrie pose la main sur votre épaule, vous dit c'est vous, eh bien ils vont s'organiser. Il y a toutes sortes de métiers maintenant, des coachs, des consultants, des machins, des aides, tout ça, et ils vont tout faire pour que vous, parce que vous êtes au cœur d'un processus, il faut que vous soyez au cœur de ce processus, et ce truc, c'est l'envie, c'est le sujet, c'est tout ça. Et après, tout va s'organiser. Vraiment, vous êtes un capitaine, vite, on va aller par là, puis vous allez voir plein de mecs qui vont vous aider, mais il faut les amener, Et c'est pas parce que vous aurez fait 20 ans de Fémis ou d'IDEC ou machin, non, il y a des gens qui ont fait l'IDEC, la Fémis, qui n'ont rien à raconter, puis il y a des gens qui n'ont rien fait, mais qui ont des choses à raconter, et qui sont bavards et qui vont se taire. Et je m'en vais. On pourrait peut-être... non, restez. On pourrait peut-être rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est très juste, c'est-à-dire un tournage de 2, 5, 8, 9 semaines, et un acteur qui a une journée de tournage, une réplique, et à qui le réalisateur dit à peine bonjour, ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a quand même beaucoup d'acteurs, réalisateurs, je pense à John Cassavetes par exemple, qui ont libéré aussi de la confiance chez les acteurs. On se sent en confiance avec un acteur-réalisateur, je pense. Dans La Première Étoile, vous racontez que sur le décor, vous avez amené plein de choses perso. Hein, sur la Première Étoile, vous racontez que vous avez apporté plein de petites choses de votre enfance. Il y a des objets de décor qui sont là. Et j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes des facilitateurs de jeu. Je sais pas, en tout cas, moi, c'était une histoire personnelle. Moi, je ne peux pas faire les films des autres. Moi, justement, je raconte mes petites histoires. C'est pour ça qu'on dit, ah, t'as pas d'imagination. Non, je raconte mes souvenirs, mes envies. Enfin, voilà, souvent les premières œuvres, que ce soit au cinéma. Enfin, bref, on raconte un petit peu. Il y a quelque chose qui doit sortir. Et La Première Étoile, c'était comme ça. 10%, c'est ce que j'ai vécu. Non, c'est pas des conneries. Et c'était tellement lunaire qu'il faut le raconter. C'est ce qu'il y a de plus
aux producteurs, c'est aussi le truc, il y avait une espèce de sincérité. Je n'étais pas venu là pour fabriquer qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 27, même si qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est aussi un truc personnel, mais voilà, il y avait une espèce de sincérité, et du coup ça m'a effectivement facilité le travail de réalisation, voilà, les costumes, les dialogues, tout ça, quoi. Firmin Richard, c'est rien d'autre que ma maman que je vois tous les jours. Voilà, c'est ça. Facilitateur de jeu, Xavier, c'est quelque chose c'est une expression que vous employez sur le bonus DVD de Jusqu'à la garde, que par des petits détails, vous arrivez à donner à des comédiens une confiance qu'ils n'auraient peut-être pas avec quelqu'un qui n'ait pas été acteur avant. Ça, je sais pas. C'est vrai que j'essaye de prendre en compte la difficulté de certaines scènes, de certaines choses. Déjà, moi, ce que j'ai aimé faire avec Jusqu'à la garde et le court-métrage qui précédait, c'est aussi de donner un rôle à des acteurs où je ne les ai jamais vus faire avant. Un répertoire où Léa, je sais que c'est quelque chose qui l'a un petit peu impressionné au début. Et je l'ai vraiment accompagnée en prenant qui elle est pour que sa personnalité puisse se déployer dans ce rôle. Et après, oui, il y a des séquences comme ça très difficiles, très émotionnelles. C'est vrai que la dernière séquence, par exemple, qui se passe dans le noir, où c'est une scène d'une grande violence, pour que ce puisse être possible, j'ai demandé à ce que on puisse le faire en studio, pour qu'on soit entre nous, pour que ce soit plus confortable, pareil, on a recréé l'appartement, donc du coup j'ai demandé à ce qu'il y ait un vrai plafond, alors qu'en studio on a plutôt tendance à vouloir mettre des projecteurs. Donc du coup, eux ils se sentaient vraiment dans un vrai appartement, et j'avais enregistré les sons, j'ai mis les sons, des coups de feu, les hurlements de nuit, tout ça les aidait vraiment à être dans la situation. Donc du coup, il y a juste à accepter de se lancer dedans, quoi. Ça arrive parfois qu'on fasse des petits cadeaux d'avant-tournage aux comédiens, on leur envoie une playlist en leur disant dans cette chanson, dans ces musiques, ou un petit livre, tu trouveras quelque chose de l'ordre de la vérité de ton personnage. Moi, je fais beaucoup ça, oui. Pardon. Et j'envoie beaucoup de matière, pas forcément de musique, mais beaucoup de matière, c'est à leur convenance. C'est quoi comme type de matière? Ça peut être des bouquins, des témoignages, une émission radio sur le sujet, sur la façon dont est abordé le sujet, la thématique, la problématique de leur personnage. Ça peut être des vêtements aussi. Je me souviens que Pedro Almodovar était avec, je crois que c'était dans le film Tout sur ma mère, il racontait que Marisa Paredes n'arrivait pas à accoucher d'une séquence et il lui a donné une écharpe bleue qui lui appartenait et tout d'un coup elle s'était mise à bien jouer. Est-ce que ça peut aller jusqu'à des artifices de jeu comme ça? Ça, je sais pas. Moi, je suis pas là-dedans, mais par contre, avec ma costumière, oui, il y a une vraie. Je sais que la chemise de Denis, la chemisette à carreaux à la fin, quand il vient tambouriner dans la porte avec le fusil, ça l'a vachement aidé d'avoir cette chemisette de petit garçon. Finalement, ouais. C'est une chemise très étrange. Hein, ouais. Ouais. Plutôt que de jouer l'ogre, le chasseur, il avait un peu l'immaturité en fait. On a l'impression que c'est un ado en fait. Oui, exactement. Ouais. Excusez-moi, ici. Ouais, juste là. Ah, bonjour. Bonjour, j'ai une petite question pour rebondir avec ce que vous disiez, Lucien, et mettre un petit peu en parallèle. Bon, personnellement, j'ai fait plusieurs courts-métrages et j'aimerais passer au long, comme peut-être beaucoup ici. Et il y a évidemment le problème de la légitimité de l'acteur, mais surtout dans l'écriture, vous parlez de vouloir raconter des histoires, c'est évidemment le point de départ essentiel. Mais est-ce qu'il y a une partie technique dans la façon de raconter l'histoire que vous aménagez un peu, que vous avez aménagé au départ pour trouver des productions, à savoir l'histoire en 3 actes, le parcours du héros, tous ces trucs un peu plus techniques, où on se dit on cherche quand même une efficacité pour que, au moment où on en est à l'étape d'écriture et de séduction, production, en tout cas de démarrage du projet, on met quelques éléments qui font que ça va mieux passer, quitte à après, sur le plateau, peut-être que ça change, mais voilà. Alors, moi, personnellement, je considère un scénario comme un outil technique et pas une œuvre littéraire. À partir du moment où on part en écriture d'un scénario en essayant de raconter avec poésie finalement ce qu'on ne voit pas à l'écran, je trouve que c'est là où on peut épuiser les lecteurs.
Ce qui est important, en fait, c'est que ce qui est à lire, ça se lise d'une traite du début à la fin, qu'on soit complètement dans le film. Je pensais surtout structurellement, je parle Oui, pas mais de, même de dans la structure. structure, en fait. C'est-à-dire, je crois qu'il faut être capable de pouvoir raconter ce qu'on verra. Et pas, comment dire, oui, d'être dans une dramaturgie de l'action et de savoir où on va, plutôt que essayer de s'épancher dans des images qui finalement vont se composer avec, quand il y aura le budget, avec un décor, voilà. Il faut rester en fait vraiment dans la dramaturgie, dans le sujet et dans... Enfin, moi je crois vraiment en ça, parce que c'est là où l'émotion peut se dégager. Si on est déjà trop dans des détails de fioriture, j'ai l'impression que... Enfin, je vois ça parce que par rapport à mes versions de scénario, je suis obligé vraiment d'élaguer pour qu'on me dise « Ah oui, mais c'est vachement bien, c'est lisible. » Voilà. Mais Lucien l'a dit tout à l'heure, je pense que si tu as un sujet qui est très fort, que tu as envie de défendre, que tu vas le faire avec envie, c'est beaucoup plus payant auprès de producteurs, si j'ai bien compris ta question, que de les rassurer avec quelque chose de plus technique où il faut vraiment, je pense que nous on a réussi à convaincre un producteur avec 5 lignes pour un long métrage parce qu'il a trouvé l'idée, mais on n'avait absolument pas le déroulé, on n'avait absolument pas toute la technique qui est derrière, et après c'est des étapes de travail. Mais si tu as un sujet qui te tient vraiment à cœur, que tu arrives à faire un bon document qui se lit d'une traite, où on sent ce que tu as envie de raconter là-dedans et pourquoi, je pense que c'est plus convaincant auprès de producteurs que de les rassurer avec de la technique, parce que comme tu dis, tu peux avoir fait la Fémis, le machin, plein d'écoles. Je crois que c'est plutôt la force de ton propos qui va séduire ou convaincre. Si je réponds bien à ta question. Non, c'est ça, parce que c'est vrai que ça revient à ce que tu disais aussi un peu sur la légitimité, c'est-à-dire que parfois, on est sûr de son propos, mais on se dit, tiens, en leur montrant que je sais qu'il faut le raconter un peu comme ci ou un peu comme ça va peut-être les rassurer pour après foncer sur le projet. Donc ce qui les rassure, c'est si tu as un sujet fort qui te tient vraiment, qui est un peu... qui est proche de toi, qui est singulier, qui te... Après, moi je crois aussi... Vas-y, moi je crois aussi que tu vas, en écrivant ton truc, si tout d'un coup ton scénario te plaît et te semble répondre à ce que tu as envie de faire, je crois que tu vas te rendre compte que sont intégrées en fait là-dedans les règles de dramaturgie, tu vois, sans que forcément tu en aies pris conscience. Et peut-être que si tu as des faiblesses, tu as un moment où tu dis tiens là c'est un peu mou, je sais pas quoi, ben, quand tu creuses, peut-être que les règles de dramaturgie vont t'aider à y pallier, et voilà quoi. Je sais pas si ça... Enfin, un truc très important, vous n'êtes pas tout seul à vouloir faire des films. Les producteurs, moi j'ai la chance d'en connaître quelques-uns, ils reçoivent, mais vous n'imaginez pas le nombre de projets que les producteurs, en tout cas les plus importants, reçoivent au quotidien. Et je vous jure, c'est pas des conneries ce que je vous raconte. Ils reçoivent tout ça, donc souvent c'est une stagiaire, une assistante qui va déjà faire une première fiche de lecture. Souvent, alors ça c'est quand ils en reçoivent beaucoup, certains producteurs lisent les choses, ils partent en week-end, ils disent bon, qu'est-ce que je vais prendre? Parce qu'il y en a des tonnes. Ne soyez pas long, je vous jure. Parce que le mec, il fait ça, il doit, c'est bon, ça m'a saoulé. Non mais parce qu'ils en ont trop, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils vous aiment pas, il y en a trop, ça arrive de partout, il y a tous les anciens qui ont fait des films sublimes, qui leur envoient leurs trucs, la belle-mère qui envoie des trucs, le copain de l'école, du fils qui connaît, machin, donc ils en reçoivent pas. Donc ne soyez pas long, il faut que votre film, vous puissiez le pitcher en 2 phrases. Vraiment, ça c'est la première chose, ok? Après, une fois que vous êtes un petit peu en contact avec le producteur, ou que votre scénario commence à plaire, je vous en supplie, pareil, c'est ce que disait Xavier, essayez d'être clair, efficace, ne les embrouillez pas avec tous vos trucs là, non, soyez sensibles, simple, soyez malin aussi. C'est-à-dire que moi j'ai pas une version de scénario, j'ai ce que j'appelle un petit chutier. Parce que, vous savez, les producteurs vont dire votre truc, ils disent non, mais cette scène-là, elle est naze. Puis elle est naze, ok, d'accord. Hop, tu la mets de côté. Tu te bats pas avec le producteur, il t'a pas encore fait le chèque. Ok, une fois qu'il te dit ok, on y va, je vais pouvoir aller chercher l'argent, etc. Là, peut-être dans un second temps, une fois que ça en prépare, tu te dis moi, tu sais, la scène, nanana, qu'est-ce que t'en penses? Voyez, soyez malin, je vous en supplie, parce que sinon. Non, mais parce que je sais qu'il est difficile, je ne suis pas là pour vous donner des grandes leçons, moi non, c'est pas ça du tout, c'est que je vois des choses et je me dis, c'est dommage, il y a des gens qui perdent leur temps. J'ai des copains, ça fait, les mecs, ils ont beaucoup plus d'expérience de moi, ils sont très forts, ils connaissent tout, les mecs n'arrivent pas à faire des films, pourquoi? Parce que ce sont des têtes de mules qui, non, on ne touche pas à mon œuvre, on ne touche pas à une phrase, on ne touche pas à un mot, mais non, tu dis des conneries, si le producteur te dit enlève cette phrase, tu l'enlèves, ok?
Après, une fois que si tu dis Catherine Deneuve, Catherine, tu peux dire au producteur de la rajouter la phrase, et quand Catherine elle va se pointer devant le producteur, elle va dire « Dis donc, cette petite phrase, je l'adore !» Ah mais oui Catherine, évidemment, bien sûr, parce que l'argent, il l'a grâce à Catherine. Vous comprenez? C'est tout ça, soyez malin, je vous en supplie, je comprends, c'est votre offre, c'est votre truc, machin, mais... ok, donc, si on te dit, là, viens, de mes côtés, machin, voilà, j'étais clair à peu près? Voilà. Non mais, tu vois, non mais, après si tu n'as pas besoin d'argent, tu fais ce que tu veux, tu fais tourner tes enfants, ton truc, tu fais ça dans la rue, bon là, tu fais ce que tu veux, et avec un coup de chance, il sera, enfin voilà, non mais, à partir du moment où vous avez besoin de l'autre, d'argent, il faut rentrer dans la concession. Je ne sais plus qui disait, un film c'est une somme de concession, quel grand machin, voilà, ok. Non, vous n'en pas. Non, mais si. Monsieur? J'ai une petite question. Alors, j'ai pas d'argent. Ça va, j'en ai pas besoin. Producteur. Non, alors c'est une question par rapport à, encore une fois, ça revient à la légitimité, mais sur un autre plan. Donc, vous aviez tourné des premiers courts-métrages, donc sans aucune expérience. Comment est-ce que vous faites? Pour vous deux, j'ai l'impression que vous avez à moitié répondu, puisque vous êtes deux. Donc, vous avez écrit ensemble, et s'il y a un moment de doute, derrière le combo, vous pouvez vous tourner l'un vers l'autre et dire t'en penses quoi? Ouais, je sais pas, j'aime pas. C'est très pratique. C'est super, je trouve ça génial. Sauf que dans bien des cas, on est seul à avoir écrit, à avoir le truc en tête. Donc dans votre cas, à tous les deux, surtout toi, Lucien, qui en plus joue dans tes films, enfin moi ça me semble fou, comment vous faites pour vous dire ouais non ça je garde, ou je vais garder ces deux-là, ces trois-là et je verrai après? Ou est-ce qu'il y a des gens sur le plateau en qui vous avez une grande confiance qui vous aident un peu à valider? Vas-y. Bien sûr, il y a des gens, il y a la script, il y a le producteur, il y a le premier assistant aussi, l'équipe mise en scène en fait. Après, on le sait moi je le sens très vite quand une scène ne fonctionne ou ne fonctionne pas en général. J'arrive assez à détecter ce qui ne va pas, donc j'ai pas eu... c'est-à-dire que à la fin, effectivement, le problème de légitimité, moi je l'ai eu une fois que j'ai fait mon premier long métrage, parce que je ne l'avais même pas encore avec le cours, une fois que je l'ai fait, j'avais du mal à dire dans la vie tu fais quoi? Je suis comédien, t'es réalisateur aussi. Oui, je fais un court métrage. C'était difficile à intégrer pour moi. Mais par contre, sur le plateau, je ne me la pose pas, la question de la légitimité, puisque en fait, finalement, moi je suis là. Je connais l'histoire, c'est moi qui l'ai écrite, j'ai choisi les acteurs et je les dirige, et les décors, et tout le monde travaille. Donc j'ai pas de pouvoir à prouver. Quelquefois, quand j'ai des doutes, je peux demander à quelqu'un de mon équipe qui va ou me conforter dans mes choix. Mais non, il n'y a pas de... sur le plateau, il ne faut pas se sentir illégitime. On peut se sentir en dehors, mais sur le plateau, non. Les acteurs ont besoin que le réalisateur se sente légitime. Quand on vient du théâtre, est-ce que c'est pas difficile de passer d'un monde de la troupe à un monde de l'équipe? Non, c'est une troupe aussi. C'est pareil, ouais. C'est aussi une autre troupe, oui. C'est des techniques différentes, mais c'est un métier qui quand même est collectif. Donc après, il se s'agence souvent sur une durée moins longue. Sur une durée moins longue, mais qui du coup est plus intense. Moi, je trouve qu'une fin de tournage est beaucoup plus émouvante qu'une fin d'exploitation de spectacle qu'on a joué 300 fois. Même si on est triste, on a quand même eu le temps de vivre tous ensemble, alors qu'une équipe de tournage, c'est vrai que c'est assez resserré. Mais il y a... je vois aucune différence entre les deux. D'ailleurs, pourquoi j'ai aussi décidé de regarder tous les techniciens du cours pour le long. C'est important de... Pas parce que j'allais faire un long, que j'allais prendre des pointures, non, j'ai gardé vraiment les mêmes. Est-ce qu'une des grandeurs d'un acteur qui devient réalisateur, c'est pas de faire sortir des choses d'un acteur dont on savait qu'il pouvait les faire, mais que les réalisateurs ne les sentaient pas capables? Moi, j'ai jamais vu Vincent Elbaz aussi génial que dans Il a été. Il va me faire pleurer. Non, c'est un acteur. Mais je vais d'abord répondre rapidement, je fais rapide. Le temps, très important le temps. Parce que c'est le temps, parfois, qui décide. T'as beau avoir le meilleur conseiller, souvent le mec il arrive, on n'a plus le temps, là, on est en train de perdre la lumière, ou bien, vous voyez, parce que vous faites un certain nombre de prises. Il y a des gens qui ont de l'argent pour faire des films, ils ont beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Donc ils vont te faire... Vous avez entendu parler de, comment il s'appelle, la granée de mulet, Kishish. Lui il fait 1000 prises. Donc sur 1000 prises, il y en a forcément une bonne, une qui l'intéresse, etc. Je résume, c'est une façon de voir les choses. Et puis tu as des réalisateurs, au bout de 2 prises, ils ont ce qu'ils veulent. Après, ça dépend du nombre de caméras aussi. Tu peux avoir 3 caméras sur un plan, et puis
voilà, tu vas te débrouiller. Maintenant, moi je sais que rapidement on sent si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. C'est pas tant, c'est parce que tu peux avoir deux intentions. Et une fois de plus, soyez malin. Tournez les deux. Tu comprends ce que je veux te dire? Moi, combien de fois je me suis retrouvé en montage avec 10 prises, les 10 mêmes, et c'est la 10e, bah oui, sur le tournage, tu as tourné 10 fois la même chose, et au montage, bah oui, tu fais, prends la dernière, et maintenant je me dis, bah non, tu fais 1, 2, 3, 4, 5 prises, ça marche pas, pourquoi ça marche pas? Tiens, si on essayait autre chose, ok, on essaye autre chose, on garde ça dans la boîte, et puis, comme ça, quand je suis au montage, j'ai cette possibilité-là, et j'ai cette possibilité-là. Le tournage, c'est me donner la possibilité au montage de faire des choses. Donc quand tu as du temps, tu peux allez, on va se faire comme ci, on va prendre comme ça, là. Mais quand tu n'as pas de temps, c'est là où au découpage, en préparation, à l'écriture, tu arrives sur le tournage, tu n'as pas beaucoup d'argent, là il faut savoir où on met la caméra, comment on doit jouer, etc. Tu vois, donc le temps aussi est un des paramètres très importants dans ta décision, dans ton choix artistique. Ça va, c'était à peu près clair. Après, comme Xavier a dit, sur le plateau, il y a plein de gens, enfin, tu as ta petite équipe, tu sais, tu as ton truc rapproché qui te disent, voilà, t'es bien ou pas bien. Après, le devant-derrière, si vous pouvez éviter de faire ça, évitez, parce que finalement, et là on en revient, je suis content du lien, moi quand j'écris, comme je sais que je vais jouer dans le film, je n'écris que de la merde, parce que, vous voyez comment je suis un peu pile électrique, et donc je m'écris des choses basiques. En revanche, pour les autres, comme je sais que là je vais les diriger, alors là je leur mets la... Vous voyez, mais moi je me dis, mais non Lulu, tu as besoin... Tu vas pas pouvoir imaginer DiCaprio qui réalise The Revenant. Coupé. Elle est bonne. Alerte. Mais non, ça marche pas. Donc si vous voulez, moi ma sensation, c'est pour ça que j'ai dit que j'arrêtais de faire ça. Le devant-derrière, ça dépend de l'œuvre aussi, mais le devant-derrière, j'ai toujours cette sensation de faire l'amour mais de ne pas avoir d'orgasme. C'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, je n'ai pas ce que vous avez vécu, vous allez voir, ce que vous avez vécu, c'est-à-dire, mais ils comprennent, c'est-à-dire que tu vois, quand tu dis action, tu vois la scène naître, tu vois les comédiens faire des choses, tu dis, ah c'est magnifique. Moi quand je suis réalisateur, je vois des choses que je viens de jouer, donc je n'ai pas de découverte, donc je suis content, je vais puis il faut que je regarde les autres, voilà, je n'aurai jamais l'orgasme. Et quand je suis comédien, en fait, il me faut 4-5 prises avant d'être bien, c'est-à-dire que je joue, mais en fait, je suis tout le temps en train de regarder l'autre, comme ça, ah non, merde, non, coupez, mets ta main comme ça, voilà. Allez, on y retourne, excusez-moi, hop, 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 allez, action. Et si vous pouvez éviter, évitez. Devant derrière, ou alors, vous mettez un rôle neutre, enfin, un petit truc comme ça, quoi. Voilà, j'ai répondu. Et Vincent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un de mes kiffs aussi, justement, c'est de... Et ils sont souvent surpris, les comédiens, je leur dis, tu vas jouer dans le film, tout ça, et puis moi, effectivement, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'aime le travail sur les personnages, et mon but, mon kiff, c'est de les amener là où ils n'ont jamais été. Voilà, donc c'est un vrai plaisir ça. Voilà. Pardon. Si je vais rebondir là-dessus, comme par rapport à, du coup, le fait que tu étais dirigé par des réalisateurs, oui. Et que là tu te retrouves à jouer, que tu n'as pas de réalisateur, est-ce que du coup, c'est quoi pour toi est-ce que tu peux identifier, alors, qu'est-ce que c'est le regard d'un réalisateur? Qu'est-ce que c'est que ce cadre quand on est dirigé et quand tout à coup on l'est pas? Alors ce que j'ai fait sur le dernier tournage, en fait, je ne le faisais pas avant parce que je répétais en amont avec une coach. Et puis quand j'arrivais sur le tournage, j'avais mes petites notes, etc. que je donnais à la script, voilà, ou à la première assistante et encore souvent à la script. Mais maintenant, comme c'est devenu, enfin c'était une série d'Anne, c'était très difficile, j'ai demandé à ma coach d'être là en permanence et de s'occuper uniquement de moi. Parce que moi, je me laissais toujours un peu à la Beaumont. Après, je voyais les films, dès que j'apparaissais, je faisais comme ça. Je regardais Vincent, voilà. Mais maintenant, j'ai demandé à une coach, voilà, et elle me regarde, elle me dit, et le prochain film, je devrais pas être trop mal normalement. Ouais, non, mais si, c'est vrai. C'est quoi justement ce regard que t'apporte cette coach? C'est un cadre? C'est quoi? Non, c'est le jeu. Moi, c'est uniquement le jeu. Oui, mais c'est le jeu de l'acteur. Après, pour tout ce qui est cadre, tout ça, c'est avec le chef-op, dire photo, tiens, tac, tac. Et puis, on avait découpé les choses en amont. Si on a du temps et de l'argent, ah ben on se fait un petit storyboard. Moi, j'aime pas trop storyboarder les choses, mais les scènes un peu compliquées, oui. Mais sinon, non. Mais moi, la coach, c'est pour le jeu. Et puis, le regard du réalisateur, c'est ce que la scène fonctionne en l'état. Je m'exprime mal, et puis après, je vais pas insister. C'est-à-dire que quand tu diriges, tu le sais, moi, il m'arrive aussi de... Voilà, et la sensation de ne pas être dirigé, parce que tu es en train de jouer, tu n'as pas de réalisateur, tu n'as pas quelqu'un qui te dirige, qui te met un cadre, c'est pas un cadre. Et
du coup, ce que je voulais savoir, toi, alors, du coup, ça permet de voir ce que c'est que finalement, quand il y a une absence, ce que c'est que le regard d'un directeur d'acteur, d'un réalisateur. Je ne sais pas si je suis clair. Si, à peu près, ouais. Mais si tu veux, comme je suis devant derrière, ce qu'on disait, c'est tout ce travail de préparation en amont, de répétition qui déjà élimine un certain nombre de problèmes. Et puis après, une fois de plus, on a parlé du combo, une fois que la scène est finie, je me mets au combo et je regarde ma scène. Tu vois, et là, j'ai la position du réalisateur, mais d'un réalisateur un poil frustré, parce que ce que je viens de voir, je l'ai déjà joué. Voilà. Bon, et puis on en parle, tu m'appelles. D'autres questions? Juste une question. Si quelqu'un a une question à poser... Non. Allez-y, mademoiselle. Justement, le fait d'être passé réalisateur-réalisatrice, est-ce que ça vous a apaisé en tant qu'acteur sur un autre tournage où vous n'étiez pas réalisateur-réalisatrice? Ça a changé votre point de vue sur le fait d'être derrière la caméra? Est-ce que vous vous sentez plus détendu? Voilà. En ce qui me concerne, oui. Moi qui avais très peu tourné avant, et j'étais un peu, jusqu'à maintenant, sollicité pour un jour de tournage où je débarque avec une équipe. Voilà. Puis j'étais jeune acteur en plus quand j'ai commencé à tourner. C'est vrai que j'ai tourné depuis dans un film, pareil, j'avais 2 jours, mais j'avais des choses plus ardues à jouer. Ça m'a donné confiance, bien sûr, parce que j'ai vu un peu comment se déroulait aussi toute l'énergie d'un tournage. Je le découvrais aussi de derrière la caméra, de comment le réalisateur parle avec la script sur oui, mais tu vois, là, à ce moment-là, et qu'en fait, personne n'est méchant, en fait, finalement. Qu'on est un peu parano quand on est acteur sur un plateau, je trouve. Il y a une sorte de paranoïa, on est là, machin, on a 3 prises, il y a intérêt à pas être... Puis surtout quand on est avec un réalisateur qui ne sait pas diriger, qui ne dirige pas, qui dit c'était bien, mais plus bleu. Enfin, bon, alors, comment tu t'en sors? Que là, oui, effectivement, moi je me suis senti plus détendu. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai, allez, vas-y, prends-moi, fais-moi faire des super-héros, des trucs, je suis très heureux. C'est vrai, du fait fort de l'expérience de réalisateur, du coup, alors là, je dis, vas-y, tout ce que tu veux. Et j'essaye surtout de ne pas me mêler des costumes, des décors, rien à foutre. Moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te le fais, voilà. C'est un message que je te dis à ce Sur la photo qui est... Il allait répondre. Ah, pardon. Non, moi j'allais revenir là-dessus, justement sur... Puis en lien avec ta question d'avant, où tu demandais, tiens, qu'est-ce qui vous a donné envie de... moi, justement, j'étais souvent en tant que comédien sur des tournages, courts-métrages au début, et où je voyais la caméra qui était passée là, et je me disais, ah tiens, et si on la mettait là, qu'est-ce que ça donnerait? Et en fait, j'avais plein de trucs qui se passaient dans ma tête, et je me suis rendu compte qu'il y avait une envie de passer de l'autre côté aussi. Et c'est vrai que maintenant, je suis assez d'accord avec toi, Lucien, où du coup, quand tu es réalisateur, tu fais tes trucs et c'est hyper chouette. Et quand tu es comédien, tu restes à ta place de comédien et c'est hyper chouette aussi d'une manière différente, quoi. Et moi, ça m'a aussi apaisé un petit peu sur un tournage. J'entends ce que tu disais avec la paranoïa du comédien, etc. J'ai l'impression d'être plus relax maintenant. Après, peut-être c'est l'âge aussi, l'expérience aussi. Et voilà. Lauriane? Alors moi, ça m'a pas vraiment apaisé. Je suis toujours aussi stressée sur un tournage. Mais par contre, c'est vrai que tu apprends beaucoup mieux comment ça se passe. La paranoïa, ça c'est vrai, où tu te dis... tu comprends beaucoup mieux comment fonctionnent les réalisateurs. Moi, on m'a dit, il y a 2 types de réalisateurs. Alors, c'est un peu grossier de faire des catégories comme ça. Mais on m'a dit, il y a ceux qui doivent faire avec les comédiens et il y a ceux qui aiment les comédiens. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une catégorie de réalisateurs où le comédien, tu sens que ça lui fait un peu peur, il ne sait pas trop comment le manier. C'est exactement ce qu'il dit. C'est bien, plus vite, essaye. Enfin, tu sens qu'il ne sait pas quoi dire et qu'il faut quand même qu'il vienne te parler parce qu'on lui a dit qu'il fallait quand même dire un truc au comédien et tout. Et c'est vrai que j'ai plus de clarté par rapport à ça. J'ai l'impression que j'arrive plus à voir comment ça se passe sur un tournage, quel type de réalisateur j'ai en face de moi. Et tu vois tout de suite quand les réalisateurs ils sont à fond avec les comédiens, ce qui je pense est le cas des acteurs qui deviennent réalisateurs, parce qu'au début c'est notre domaine de compétence, c'est ce qu'on aime, c'est ce pourquoi on vibre. Tu vois tout de suite les réalisateurs qui, la façon dont ils te regardent, dont ils viennent te parler, tu sens tout de suite... Et du coup, ça permet aussi de se dire, bah tiens, là, j'ai pas un réalisateur comme ça, ok, bah, c'est peut-être à moi de proposer plus, d'aller là-dedans. Moi, là, je sens que j'étais un peu comme ça, et de plus être indépendant sur les tournages. Donc, ça donne une clarté, mais ça m'a pas apaisé, pour répondre à ta question. Et juste pour poursuivre, il y a quand même un phénomène, je sais pas si toi tu en es victime, mais ah oui,
il est aussi réalisateur. Il va être chiant. Du coup, tu tournes plus. Donc, c'est un choix. Oui, aussi, il y a une dernière chose dont je me suis rendu compte en tant que réal, c'est qu'on est toujours hyper content quand tout d'un coup les comédiens vont plus loin, osent, ils vont à fond. Et donc, moi, du coup, j'encourage les comédiens à aller dans ce sens-là. Si tout d'un coup tu as une idée de phrase que tu peux rajouter, machin, bah vas-y, fais-le. Et puis, au pire, le réal te dira non, c'est pas dans le script, je préfère sans. Ok. Et du coup, je m'autorise aussi à être plus fort de proposition avec ensuite l'aval ou non du réalisateur, mais je propose. Avant de vous donner la parole, oui, ce que vous dites là, c'est la fameuse fin de Blade Runner, où Ridley Scott raconte que c'est Roger Hauer, le comédien dans Blade Runner, qui a trouvé le monologue de fin. Est-ce que vous, souvent sur des tournages, vous avez des comédiens qui sont sortis des rails de votre texte et vous vous êtes dit, c'est trop bien, je garde? Oui, ça m'est arrivé de prendre comme ça des propositions, beaucoup avec Denis. Denis, il était très inquiet du personnage à jouer, donc il négociait les répliques. Il y avait des moments où il avait vraiment raison, je le suivais. Il y avait des moments où je savais qu'il avait tort, mais il ne fallait pas que je lui dise qu'il avait tort. Donc il a fallu que je prenne le temps de faire ce qu'il voulait pour qu'il comprenne que finalement ce que je voulais était mieux. Donc voilà, ça dépend. Et il y a aussi des accidents, par exemple dans la scène où il tape du poing, où il s'engueule avec ses propres parents et qu'il y a son fils, où il y a la bouteille de vin qui est tombée. J'ai fait, bah, c'est génial, il faut qu'on la refasse aux autres prises. Alors c'est là où la costumière a fait, oh là, bah, il faut une autre chemise à chaque fois. Et voilà, il y a des petits cadeaux comme ça qu'on se dit, mais c'est ça qu'il faut, c'est la bouteille de vin qui fait que ça éclate. Voilà. Sur Pile Poil, il y a eu des choses qui sont sorties des rails prévus et qui se sont avérées être le plus beau train possible. Écoute, on a eu un accident pareil. Notre première scène, elle découpe des saucisses, des boudins, elle les prend, etc. Et puis il y a une scène, d'un coup, paf, tous les boudins se cassent la gueule. Alors c'était pas du tout prévu. Et heureusement, la comédienne continue à jouer avec ça, etc. C'était un long plan séquence. Et c'est celle qu'on a gardée. Après, c'était très très écrit. On a eu le problème inverse. C'est-à-dire que, c'est pas un problème, hein, mais la comédienne avait pas tout à fait. C'était sa première expérience, donc elle n'avait pas compris qu'il fallait apprendre un texte de façon très rigoureuse pour après pouvoir éventuellement s'en émanciper, improviser tout. Donc au début, c'est vrai que la première scène qu'on a tournée, on a eu des petites surprises dans l'autre sens où elle prenait beaucoup de liberté. Bon, mais alors du coup, on a dû arrêter le tournage quand même pour réapprendre le texte. Puis après, les autres jours, on a bien calé pour voir si le texte était appris. Mais du coup, là, c'était le problème un peu inverse. Après, Grégory, il est ultra précis. Et le matin, il a dit, est-ce que je peux dire ben plutôt que bon? Oh, bah écoute, ça va le faire. Et il a proposé une phrase. Il a dit, là, je rajouterais bien, ça m'a arraché le mollet. C'était juste ça. C'est très écrit. C'est plutôt très écrit. Et du coup, mais voilà, et Grégory avait complètement raison. Il manquait il a un sens incroyable du rythme, de la phrase, de tout ça. Et là, il a dit, je pense qu'il manque une petite phrase. Et donc, il a proposé ça et c'était une idée géniale. Je vous oublie pas, mademoiselle, mais dans la séquence qu'on a vue tout à l'heure en photo avec Jonas, quand il vous dit mais t'as autant de chances de devenir comédien que moi de devenir chanteur, oui. Est-ce que vous aussi vous avez des souvenirs de moments de dialogue non prévus malgré votre génie prédictif qui sont arrivés comme ça? Non, j'ai pas eu. Ah oui. Non, j'ai pas de moment, mais globalement, moi ce que je fais par rapport à cette histoire d'improvisation, d'apport des comédiens, en répétition, allons-y, on cherche, voilà, j'ai mis mon texte, machin, donc allez-y, éclatez-vous, dites toutes les conneries que vous voulez dire, les choses intéressantes, je les garde, machin, donc si tu veux, on arrive sur le tournage avec une espèce de cadre quand même assez défini, parce qu'avec moi, ça peut vite partir en un, vous avez vu comment je suis, donc j'essaye voilà, et après, j'espère que les comédiens se sentent suffisamment libres pour me proposer des choses. Mais ce que je n'aime pas, c'est qu'ils viennent me dire « Tu crois que je peux... » Mais non, fais-le, je te jure, ne commence pas, parce que vous voyez comment mon cerveau fonctionne, c'est pour ça que tous les réalisateurs sont différents. Et quand on vient me poser la question, déjà je sais, oui, non, et comme j'ai tellement de choses à penser, en plus je dois jouer avec le mec, donc je fais... Et souvent je peux faire « Non, non, fais rien !» et non, merde. Alors je préfère que le comédien me surprenne. À partir du moment où on a défini un cadre, qui commence pas à me raconter l'histoire de France alors qu'on est sur l'histoire de la Martinique, mais même si la Martinique c'est la France, bref. Mais vous voyez, c'est ça.
À partir du moment où tu restes dans le cadre, tu peux y aller. Mais demandez pas, essayez de proposer, de nous surprendre tranquillement, pas avoir peur. Mais il est vrai que je dis ça et moi j'ai beaucoup de mal à ne pas respecter l'écriture d'un réalisateur parfois. Mais bon, quand je sens que c'est du quotidien, bon, tant que c'est pas Shakespeare, on peut. Voilà. Merci d'avoir patienté. Merci. De rien. On devient comédien parce qu'on a quelque chose à dire, quelque chose à raconter. Et du coup, on a quand même une sorte de liberté parce qu'il y a quand même le personnage qui va être exposé et pas notre intimité. Mais quand un comédien devient réalisateur, qui écrit un scénario, il y a quelque chose quand même de plus intime qui va être dévoilé à propos de la personne. Et donc, est-ce que ça a été difficile pour vous ou est-ce que vous avez senti que quand même vous étiez en train de donner quelque chose de plus intime, parce que le comédien peut donner quelque chose d'intime, mais tout de même ça va toujours être caché derrière le personnage. Voilà. C'est une question très intéressante, parce que moi j'ai découvert, surtout avec Jusqu'à la garde, qui, alors, pour le coup, c'est pas un sujet du tout personnel, mais il y a des choses quand même voilà, qui sortent du cœur. Et que quand on vient faire de la promo pour un personnage qu'on joue, effectivement, on parle du personnage et on est caché derrière lui. Par contre, quand on est... moi, je parle du service après-vente, hein, je ne parle pas au moment du travail. Je parle une fois que c'est donné au public. Effectivement, il y a quelque chose... Enfin, quand on... Même les critiques, quand on peut critiquer, oui, bon, au théâtre, voilà, dans ce rôle-là, il n'est pas très bien, bon, on n'est pas content, mais c'est pas grave. Mais quand on attaque le film vraiment de façon très véhémente et très injuste, là, on est bien évidemment plus écorché à vif. Mais je crois que c'est normal, parce que un personnage n'est pas un bébé. Un film peut en être un, par contre. Parce qu'un film, on le conçoit, il grossit dans le ventre, et on l'accouche, et après, donc c'est vraiment... Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai. Oui, c'est plus personnel parce que ça sort de nous, tout sort de nous. Mais là où tu peux toujours... On m'avait dit ça en tant que comédien, et je trouve que ça se rapporte quand même aussi au métier de réalisateur. On m'avait dit, on ne sait jamais ce qui est de ton intime ou pas. Donc tu peux toujours te cacher en tant que comédien, tu ne sais jamais ce qui va être vraiment de toi, puisqu'il y a le personnage, mais là il y a l'histoire, il y a l'objet, film, et finalement ce qui est de toi. Nous on avait l'impression d'avoir fait un film, on s'est dit tiens c'est marrant, on a fait un film, alors on parle d'un boucher, d'une esthéticienne, on est ni boucher ni esthéticienne, c'était à la campagne, enfin on avait l'impression de faire un truc pas du tout personnel. Et puis finalement à un moment on s'est dit ah ben en fait il y a un truc énorme, le rapport au père, tout ça nous a paru, mais finalement tout le monde s'en moque de savoir ce qui est de notre intimité. Et personne ne le saura jamais, sauf si on a envie d'en parler, sauf si on le révèle. Mais finalement, tu peux aussi te cacher derrière, tout comme tu te caches derrière un personnage, en tant que réalisateur, tu peux te cacher derrière une histoire, on ne sait pas ce qui t'appartient, ce qui est à toi. Mais c'est vrai que c'est vraiment un bébé, contrairement au personnage. C'est vraiment un bébé. Et quand on t'attaque, c'est vrai qu'en tant que comédien, quand on t'attaque sur un rôle, bon, tu peux, voilà... mais quand je pense que c'est pareil avec la mise en scène, on t'attaque sur ta mise en scène ou sur ton livre ou sur ton œuvre, ben là c'est de l'ordre quand même de tes tripes et de l'ordre de l'accouchement du bébé. C'est un autre rapport quand même. Mais vis-à-vis du public, il ne sait pas ce qu'il est à toi ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'avais une question, bonjour. Le comédien qui réalise, moi je comprends clairement qu'il y a le maillon essentiel au milieu qui est le scénario, puisque vous avez tous écrit vos films. Est-ce que vous avez suivi ou fait des formations pour le cours, ou bien au moment du long, ou quelle méthodologie vous avez utilisée pour justement écrire, ou est-ce que c'est sorti comme ça en fait, puisque ça vient du beat pour certains? Alors moi c'est simple, j'ai un bac G3, c'est qu'il n'est pas un bac littéraire. Donc alors la chance c'est que j'ai la matière première, hein, voilà. Et après, ce que je fais maintenant depuis 2-3 films, je crois, j'ai un garçon exceptionnel qui s'appelle Sébastien Mounier, qui est d'une rigueur absolue. Et lui, il a fait effectivement, il est ancien, enfin, il a une maîtrise d'histoire, donc c'est intéressant. Il a fait la Fémis, donc il a toute la méthodologie. Et on bosse ensemble, et lui me cadre. Et après, ce que je me réserve aussi, ce sont tout ce qui est dialogue. Voilà. Mais avec lui, je sais que je serai, voilà. Il y aura un plan, il y aura une bonne structure, rapidement on pourra sortir une V1. Voilà, c'est quelqu'un qui a la méthode.
avec lui, je me sens en sécurité. C'est exactement le même phénomène que j'applique, aussi bien que la costumière, avec le chef-op. Je prends en eux ce qui m'intéresse. Voilà. Et donc, au niveau de l'histoire, j'ai besoin à côté de moi d'un scénariste pur, et lui, je lui prends tout ce que je n'ai pas pu, tout ce que j'ai pas pu apprendre en cours, méthode, par rapport au scénario. Voilà, c'est ma petite méthode, j'ai mon petit gars à côté, et puis on bosse ensemble. Moi j'écris seul, mais alors ça s'est passé différemment pour le court et le long, mais je me documente beaucoup, je vais un peu en immersion aussi. En tout cas pour un sujet pareil, j'ai eu besoin vraiment de rencontrer puisque c'est la thématique de mes 2 films sont la violence conjugale, donc j'ai vraiment rencontré, ça a duré 3 ans, des victimes, j'ai passé des nuits à police secours, j'ai passé une semaine avec une juge aux affaires familiales, donc c'est la matière que je récolte, et après je commence à composer. Alors le court-métrage, je l'ai plutôt écrit de façon assez libre. Le long-métrage, par contre, je me suis j'ai lu des méthodes de scénario, donc on connaît tous un story, anatomie du scénario, qui m'ont permis de me poser les bonnes questions au bon moment, mais qui n'ont pas, c'est pas une méthode que j'ai appliquée sur l'écriture du scénario. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. M'a permis vraiment de me poser, oui, vraiment les bonnes questions qu'il faut se poser au bon moment, parce qu'après, si on y répond trop tard, on est obligé de tout recommencer, sinon ça ne tient pas debout. Donc voilà, mais sinon, non, j'étais un peu autodidacte sur lui. Voilà. Nous, on a commencé à écrire, on était au sein d'un collectif avant, et donc on était plusieurs à l'écriture, plusieurs à la réalisation. Et ensuite, suite à ça, on a eu des bons retours justement sur les scénarios, et on s'est dit, bah tiens oui, c'est vrai que c'est un point qui nous plaît bien, et pour le coup, c'est acteur et réalisateur aujourd'hui, mais je me demande si ça n'aurait pas dû être acteur et scénariste. Bizarrement, dans le cinéma français, on met souvent ensemble scénariste, auteur et réalisateur. Moi, j'ai souvent l'impression que c'est plus le scénario qui drive l'histoire que la manière de le filmer. Et pour répondre aux actions, oui, on s'est formé. Lauriane à la FEMIS, moi au CEA, et voilà. On a eu besoin à un moment, c'est vrai que le collectif nous a permis vraiment de tester, et ça c'était génial, on s'est réunis entre comédiens qui avaient justement envie de devenir réalisateurs, qui avaient envie de raconter des histoires. Et du coup on s'est vraiment testé entre nous, c'est là où on était plusieurs comédiens à écrire, parfois jusqu'à 4-5 pour une même histoire, un même court-métrage, 4-5 à réaliser, et après on a eu envie de chacun faire nos propres, c'est là où on s'est associés, nos propres histoires, et on a eu un petit besoin, je pense, peut-être rapport à la légitimité, de se dire est-ce que ça serait pas mal d'aller voir dans des écoles qui forment les métiers de scénariste, tout ça, pour un peu avoir un petit tampon qui nous dit oui, tu peux le faire. Parce qu'après, est-ce que concrètement, c'est un peu ça, on peut piocher dedans, mais je crois que c'est surtout l'expérience, et puis je crois que quand tu as envie de raconter des histoires, c'est un truc qui bouillonne en toi depuis longtemps, et du coup, tous les deux on écrit beaucoup. Alors Ivo il écrit des chansons, moi ado j'écrivais plein de trucs que je ne vais absolument pas relire, mais je crois qu'il y avait un truc par rapport à l'écriture, à l'envie de raconter des histoires, et que cette expérience-là est aussi une très très bonne expérience. Après c'est pas mal de s'associer à des gens qui ont peut-être plus de structure, ou qui ont des méthodes, mais je crois que c'est pas mal d'expérimenter dans tous les sens. Ouais. Bruno Podalides, quand il préparait son film Comme un avion, il disait qu'il avait envisagé que son frère Denis puisse jouer le rôle principal, et puis ce qui l'en avait empêché, c'est qu'il disait non, il n'y a que moi qui peux pagayer comme je pagaye, et qu'il voulait vraiment ne pas esquiver ça. Est-ce qu'au fond de votre tête, sans faire du secret de fabrication, il y a des rôles dont vous savez que vous ne les donnerez jamais à quelqu'un d'autre que vous, dans le futur? Est-ce que vous avez... Ça peut être à la 50aine, à la 60aine. Oui, l'histoire de ma vie. Mon biopic. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est Lucien, l'auteur de cette blague. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi je ne conçois pas, peut-être que ça arrivera un jour, mais je ne conçois pas de me filmer. Donc je pourrais... et puis tout ce que j'écris, je ne peux pas l'écrire pour moi. C'est impossible. Donc... Lucien, est-ce qu'il y a un rôle dont vous vous dites un jour je le jouerai?
Et personne d'autre ne le joue. Non, mais je veux dire, quelque chose dont vous n'avez pas forcément envie de parler, qui peut être une stratégie à long terme, quelque chose de poétique qui peut ramener à l'enfance, etc. Non, mais malheureusement, quand je prépare, enfin, je ne pense pas comme ça, je pense à une histoire, je ne pense pas à un personnage, enfin, voilà, donc j'arrive pas à me projeter dans ce truc-là. En revanche, raconter des histoires, oui, trouver une histoire, enfin, j'ai plein d'histoires à raconter, mais pas en lien avec ma propre personne, en me disant, tiens, enfin, vous comprenez? L'idée, ça serait des fois d'être en concurrence avec un acteur qu'on aime, et au dernier moment se dire, non, finalement, je vais le jouer. Oh, je peux être en concurrence avec Omar Sy, mais enfin, ça c'est un autre problème, on en parlera des Noirs dans le cinéma un jour. Voilà. Vous répondre à cette question? Ouais. Moi, pour être honnête, une des motivations à être réalisatrice, c'était aussi quand même de jouer dans mes films. Hein. Bah oui. Vraiment, les premiers films que qu'on a auto-réalisés ensemble avec justement ce collectif de comédiens, on était des comédiens un peu frustrés, quoi. On a toujours envie, en tant que comédien, on a toujours envie de plus, je crois, on a toujours envie de tourner, on a envie de bosser, on a envie d'être... voilà, et on s'écrivait des rôles pour nous. Et moi, c'est vrai que dans les films qu'on réalise, j'ai une grosse frustration si j'ai pas un rôle dedans. Ouais, donc moi j'y pense. Après, c'est plutôt une histoire, parce que par exemple dans Pile Poil, il n'y avait pas de rôle pour moi, bon j'en ai trouvé un quand même, mais c'était pas du tout moi, j'ai pas du tout les rôles principaux et c'était ok, mais j'aime bien quand même trouver un petit personnage qui va bien. Donc ouais, dans les longs métrages là qu'on écrit, il y a une petite stratégie où j'y réfléchis. Voilà. Moins que moi. Ouais. Je suis bavard, vous savez maintenant. Non, vous voyez par exemple la première étoile. Au départ, c'était. Moi, mon idée de départ, le script de départ, c'était ma mère, c'est une histoire vraie, qui nous avait emmenés au ski. 6 enfants toutes seules. Donc, moi, mon script, c'était ça. C'est l'histoire d'une femme qui a emmené 6 enfants. Et c'est en discutant, en échangeant, que le rôle du père, donc le personnage que je joue, s'est imposé. C'est-à-dire qu'en discutant avec le producteur, tout ça, machin. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à un moment d'étape d'écriture. J'ai jamais connu mon père. Et du coup, je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'imaginer un père nul, mais présent. Et c'est ça qui a fait la première étoile. Donc au départ, la première étoile, on se dit, ah oui, les Noirs qui vont au ski. Voilà, vous reverrez maintenant le film sous cet angle-là. Et c'est aussi une histoire d'immigration. Ça, je ne l'ai jamais dit aux producteurs, par exemple, que cette première étoile, pour moi, c'était... aussi une métaphore de moi, mon arrivée dans le monde blanc. Et quand vous reverrez le film, vous verrez tout ça. Pourquoi je mets la chanson de Jean Ferrat, La Montagne? C'est parce qu'il y a une montagne, c'est parce qu'il dit ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Ils finiront flics ou fonctionnaires. Si c'est pas un parcours d'antillais de base, ça, voilà. Vous voyez, c'est voilà où vont se cacher les choses. Alors les producteurs, pour eux, ah c'est cool, des Noirs au ski, on va se marrer. Alors moi, oui, c'est les Noirs au ski, ah ouais, on va se marrer. Et c'est vrai que souvent pendant le tournage, ils me disaient, mais putain, tu mets pas assez de blagues. Et ma productrice me disait, mais t'es tout le temps triste. Et puis moi, j'aurais caché mon amour pour Ken Loach, pour De Sica, etc. Parce qu'ils pensaient que j'aimais que. Enfin, bref, on va débat sur les clichés. Et le cinéma hyper social, etc. Et j'ai dit, merde. Et donc, je me taisais à chaque fois. Et doucement, on a réussi à trouver un produit qui correspondrait à l'industrie. Et puis surtout, moi qui assouvirais mes désirs cathartiques, psychanalytiques. Enfin, c'est là voilà. Donc, voilà pour l'histoire du personnage. Mais au départ, je n'avais absolument ni l'intention de le réaliser, ni l'intention de jouer le premier rôle. Voilà. On s'approche de l'issue de cette table ronde. Vous pourriez remettre Moi, ce qui m'a frappé à Cannes cette année, c'est que sur les 20 films en compétition, il y en avait 6 dont les personnages principaux étaient des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une mise en abîme aujourd'hui où de plus en plus d'acteurs jouent des acteurs. Là, vous ne savez pas La Vierge que vous regardez à Lourdes, Lucien Jean-Baptiste, c'est une scène de théâtre, dans Dieu merci. Quand vous faites tourner des acteurs qui eux-mêmes sont réalisateurs, comme Zabou Breitman par exemple, est-ce ça doit être passionnant et aussi intriguant? Oui, on passe un test. Il y a l'épreuve du feu avec des gens talentueux, parce que je veux vous dire que Zabou Breitman, voilà, il y a quelques Stradivarius dans ce métier, elle en fait partie. Réalisatrice, elle mène plein de projets, c'est une femme exceptionnelle. Et je peux vous dire que là, tu as les chocottes parce que, effectivement, je dis, on va se voir pour répéter quoi, moi. Mais une fois de plus, nourri par l'envie, par la force de son sujet, tu te retrouves dans un café dans le 14e avec Zabou Breitman en face de toi qui dit, j'ai lu, ouais, c'est bien, alors il y a ci, ça. Et à chaque fois, tu vas te défendre
ton idée. Et c'est des gens, ce qui est formidable, c'est qu'ils te mettent à l'épreuve. Donc si tu arrives à tenir ton propos, à gagner, c'est que voilà, et quand tu perds, bah, c'est que ça ne tenait pas la route. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, dès le premier jour de tournage, je lui dis voilà, il faudra faire ça, ça, ça. Elle me dit non, je ne vais pas faire ça. Aïe. Et là, tu fais, tu commences à suivre. En plus, tu joues dans la scène américaine, évidemment. Donc tu dis oh là là là. Et tu lui dis, et à un moment, tu fais, on essaye. Et puis si ça va pas, on te regarde et ok, on va essayer. Et tu le fais et yes, ça marche. T'avais raison. Et là, tu l'as gagné pour. Il y a eu la même chose avec Bernard Lafont sur la première étoile. Au début, voilà, il y a des rounds d'observation, mais tenez bon. Mais tenez pas bon dans la bêtise, dans l'ego. Tenez bon par rapport à vos convictions. Hein, voilà, et normalement, tout devrait bien se passer. Même si ce sont des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que vous, voilà, ils le sentent, ils vont vous tester à un moment. Vous ne pouvez pas y échapper. Ce que vous dites me fait penser au film Garde à vue de Claude Miller, avec Lino Ventura et Michel Serrault. Et Claude Miller, c'était son 3e film, il était assez jeune, il était assez traqueur. Il arrive sur le tournage et il dit à Michel Serrault, vous allez de ce côté-là du commissariat, vous traversez, vous adressez à Lino Ventura. Et Michel Serrault lui dit non, pas du tout. Je vais partir à l'inverse, je vais faire ça exactement l'inverse. Et ça a été une corrida invraisemblable pendant 2 semaines. Et c'est au bout de 3 semaines que chacun a mis un peu d'eau dans son vin. Est-ce qu'il y a si j'ai un petit questionnaire surprise pour eux, 3 citations auxquelles ils vont de comédiens ou comédiens réalisateurs. Est-ce que vous avez une dernière question, parce qu'on s'approche de l'issue de cette table ronde? On a 3 petits commentaires de vos collègues. Ah bah, ce que vous voulez. Reda Kateb a dit: quand on essaie d'attirer la caméra à soi, quand on essaie de la séduire, elle fait un pas de recul. Elle ne vous apprécie pas forcément quand vous avez trop envie d'elle. Je suis d'accord. C'est quoi le truc qu'il a dit? Non, mais c'est vrai, j'ai pas compris. Quand tu vas vers la caméra... Quand tu as trop envie de séduire la caméra, elle fait un pas de recul. Alors, ah oui, on essaie d'attirer la caméra à soi, faut pas la séduire. Voilà, non, mais soyez, et puis voilà, là, il faut être... Hein. C'est tout le travail qu'on essaie de faire, c'est d'être et de pas... Il ne faut pas jouer, mais ça veut tellement rien dire qu'il faudrait des heures pour parler de ne pas jouer, mais voilà, il faut être. Ouais. Bah, moi, je crois que si tu es dans une scène en tant qu'acteur et que... Je crois que justement, notre travail, c'est de mettre les choses en place pour que la caméra n'existe plus et qu'existe le moment présent et qu'on est dans l'action, etc. Donc, s'il y a une conscience de la caméra, ben... c'est mort, non? Ouais, c'est plus complexe. Ouais, je sais pas. Oui, c'est peut-être un peu simpliste. Je crois qu'il faut se laisser regarder et pas... je pense qu'on remarque qu'on est plus ému par quelqu'un dans une foule qui essaie de se cacher finalement que quelqu'un qui... Voilà, c'est un peu ça la caméra. Ludivine Sagné, la comédienne, a dit: dans les films, quand je suis un peu perdu dans la manière dont je dois aborder un rôle, j'ai souvent remarqué qu'il suffit d'imiter le réalisateur pour trouver la clé d'un rôle. Alors ça dépend du réel, ça dépend des acteurs. Je sais que, enfin moi c'est un truc en tant qu'acteur, je ne crois pas que je pourrais imiter. En revanche, je sais que Denis, il y avait des moments, il me dit mais comment tu le ferais? Et je le faisais, je dis, ah d'accord, il ne faisait pas du tout pareil, mais il a compris comment ça passait par moi pour comprendre comment ça allait passer par lui. Ouais, ça peut être... alors je sais qu'il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien. On nous a toujours dit, ah non, il ne faut surtout pas donner l'intention à... Moi j'ai l'impression qu'on m'appelle ça depuis les cours Florent, depuis tous les cours, qu'il ne fallait jamais donner l'intention et que c'était au comédien de trouver... Mais je crois qu'il n'y a pas de règle. Parfois, effectivement, ça peut être un déclic. Tu dis une intention, tu entends une intonation de voix et tu dis ah, bah oui, d'accord, il faut que je ferme le sens, il faut que ceci, là je l'ai fait hyper vite. Bon, et ça peut donner des clés. Ouais. Oui, c'est ça. Non, mais un sous-texte, voilà. Et puis, et parfois, il y a des comédiens, tu leur dis, bah, c'est comme ça. Et puis, ah oui, ça c'est bien. Puis voilà. Et de l'avantage d'être parfois comédien, réalisateur, ça, on peut avoir des raccourcis en fonction du temps. Steven Soderbergh a dit: n'acceptez que les projets que vous pourriez faire gratuitement. Ah. Bah, si on en a le luxe. Oui, c'est bien. Projet formidable, la passion. Il est gentil, hein. Il est gentil, ouais, parce que c'est ça. On n'a pas de chance ce luxe-là en tant que comédien, en tous les cas. Souvent on dit oui, j'adore, bien sûr. Voilà, bon. Mais on prend parfois aussi. Enfin, non, si on a ce luxe-là, c'est super. C'est-à-dire dans l'idée, il est super, mais c'est pas.
Faut manger, on a manger, hein, les gars, donc bon. Merci beaucoup. J'adorerais. Merci beaucoup. Pas de dernière question? Merci beaucoup d'être venu.